dit, écoute, si tu veux entreprendre, te lancer dans une décision de faire quelque chose de nouveau, tester des choses, c'est pas grave. Entreprendre, c'est échouer. Entreprendre, c'est se rectifier, améliorer, faire de la B-testing, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas conditionné uniquement à faire du salariat. On est conditionné surtout à pas réfléchir solo. Ouais. J'avais peur, mais je me suis jamais retenu de le faire. Je me suis dit, genre, j'ai moins que les autres. C'est pas pour autant que ma vie, elle doit être moins que les autres. Genre, j'ai toujours cette mentalité de, je sais que j'ai beaucoup plus de difficultés que les gens. Et c'est pour ça que je dois faire plus. Tu te comportes comme si tu étais déjà un expert. Ouais. Et en réalité, quand tu regardes, ton niveau d'attitude est toujours proportionnel à ton niveau de revenu. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te comportes comme si tu étais le roi du pétrole, tu sais que si tu pensais que tu tout ça. Yo tout le monde, avant de vous laisser avec Morgan, je tenais à vous dire que ce podcast m'a pris énormément de temps à tourner. J'ai fait une nuit blanche pour faire justement ce montage. Donc la chose que je vous invite à faire, c'est liker, abonner, commenter, tout ce qui va avec. Ça mange pas de pain, c'est gratuit pour vous et ça récompense les efforts que je fais pour pouvoir fournir ce type de podcast. Et en plus de ça, maintenant c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Grosse nouveauté, c'est sur Amazon, c'est sur Deezer, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcast. C'est disponible partout. Pour le retrouver, vous allez dans la description et il y a les liens, ou sinon vous tapez alexberger.com. J'ai créé un site avec les différents liens de mes réseaux et dessus vous avez les différentes podcasts que vous pouvez écouter. Pour ceux qui n'aiment pas YouTube ou qui préfèrent écouter en voiture ou dans les transports, c'est cadeau. Les gars, aujourd'hui on reçoit Morgan et qui est Sounrich, le gars qui m'a peut-être le plus inspiré dans mon business aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a énormément de résultats, qui a commencé mineur, c'est-à-dire qu'il peut se rendre compte, mais il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est quelqu'un qui représente à lui seul l'envie de réussir dans sa vie, l'envie d'aller chercher plus de résultats, l'envie de pouvoir changer son quotidien. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on va vous donner un maximum d'informations durant ce podcast. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur cet épisode 3 du podcast. Comme vous le savez, on a créé ce podcast-là pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir sortir de sa zone de confort, d'aller chercher des nouveaux résultats, de motiver des personnes à aller chercher plus de résultats dans leur vie, que ce soit par le voyage, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat en général. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, j'ai pensé, pas tout de suite, mais après réflexion, à quelqu'un qui pouvait vraiment parler à tout le monde. Et j'ai essayé de réfléchir dans mon entourage qui je pourrais ramener ici pour pouvoir justement vous inspirer. Et j'ai pensé directement à une personne, il va se présenter après. Mais aujourd'hui, les gars, on a Morgan parmi nous, et qui est Sounrich, et qui est déjà riche. Et, et je pense qu'il va pouvoir se présenter. Comment ça va, Morgan? Bah écoute, ça va très bien toi, frérot. Ouais, ça va nickel. Bah du coup, je sais pas, je pense que les gens te connaissent peut-être pas forcément, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ceux qui me suivent, je pense que vous le connaissez. Mais je t'invite à te présenter aujourd'hui, ce que tu fais, ton aventure, on va dire entre guillemets. Et après, je pense qu'on a pas mal de choses à aborder. Pour moi, aujourd'hui, c'est, on va dire, l'une des personnes dans mon entourage proche qui m'inspire le plus, sincèrement, parce que on l'appelle l'encyclopédie. Il connaît tout sur tout. Et c'est quelqu'un de très curieux qui va s'intéresser à la caméra, comme il peut s'intéresser aux échecs, comme il peut s'intéresser au networking, à tout ce qui concerne en fait le surplus dans sa vie, il va aller le chercher. C'est-à-dire qu'une fois on était sortis ensemble, je me rappelle, on a croisé un ostéo, il a commencé à lui poser des questions pendant des 30-40 minutes sur voilà les muscles, ceci, cela, etc. Donc voilà, je sais que c'est quelqu'un qui a énormément de savoir, énormément de connaissances. Et aujourd'hui, on va essayer de lui prendre un petit peu pour vous en donner un maximum à vous. Donc Morgan, comment ça va? Bah écoute, ça va super. En tout cas, merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Et je pense que je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Morgan, j'ai 23 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à me poser des questions sur aujourd'hui qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Et on va dire, je suis arrivé dans une impasse parce que j'ai pas réussi à mettre des mots sur ce que je voulais faire dans ma vie. Et à l'inverse, je savais uniquement ce que je ne voulais pas faire dans ma vie. Et la réalité des choses, c'est que le schéma classique, métro, boulot, dodo, le fait de pouvoir potentiellement aller trouver des bonnes études qui nous intéressaient potentiellement, je mets bien les guillemets, de fil en aiguille avoir un job, de fil en aiguille encore une fois, partir sur on va dire un travail classique lambda, où on était très vite plafonné, parce qu'au départ quand tu commences un job, on sait directement combien on va gagner en fin de carrière, hein. Moi je trouvais ça fou, comment un enfant de 16 ans, tu pouvais lui dire, écoute, dans ta vie, tu vas gagner maximum ça. Parce que les statistiques le donnent, parce que les gens qui sont dans ce domaine, on va dire, le vivent eux aussi. Et du coup, je me suis dit, non, je veux pas ce schéma classique, par peur en réalité. Et je me suis intéressé à où est-ce que je pourrais avoir, on va dire, le côté, tu sais, limitless, sans aucune limite. Ouais. Aller, on va dire, se surpasser, aller plus loin, tester de nouvelles choses. Certes, des choses qui sortaient un petit peu
sentier battu, tu vois, mais qui pouvaient réellement pouvoir, enfin, m'exciter, en fait, tu vois. Ok. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat. Ouais. Pendant mon stage de troisième à l'école, j'ai fait mon stage dans une entreprise qui faisait, on va dire, du e-commerce, qui vendait sur Amazon, FBA, tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé. J'ai vu des gens faire des scores, du chiffre d'affaires de malade à la journée. Et je me suis dit, OK, si lui peut le faire, si je l'ai vu, j'étais dans son entreprise jour après jour pendant une semaine, j'ai vu, j'ai compris. Cette humaine n'a rien de plus que moi. Je me suis directement dit, OK, je vais tester, je vais voir ce que je peux faire. Et j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser au business en ligne quand j'avais 14-15 ans. Et au final, j'ai jamais lâché. Je suis tombé totalement amoureux de ça. Ouais. Et après, je suis passé de business en business en business. J'ai commencé à entreprendre, investir, monter mes boîtes. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt très très bien et je suis très heureux. Ok, carré. Et t'as commencé l'entrepreneuriat à quel âge? À m'y intéresser ou à directement faire de l'argent dessus? C'est vraiment très différent. Parce que, Les deux. Ok, mon schéma classique, moi, c'était plutôt, j'ai commencé à m'intéresser via YouTube, des entrepreneurs américains, Tai Lopez, etc., Grant Cardone à l'époque. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur quelque chose qui pouvait, on va dire, me montrer des voies différentes. J'avais à peu près 14 ans, mais c'était que du développement personnel. Ouais. Je faisais que de la curiosité. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, ouais, tu connais beaucoup de domaines. En fait, j'ai été très longtemps, je dirais peut-être pendant 10 mois, inactif. J'ai emmagasiné de la croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour aller chercher plus loin. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est possible chez les autres. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a trop excité. Et j'ai été façonné à ça de mes 14 ans à 15 ans et demi, 16 ans. Ok, carré. Et Après, j'ai commencé en réalité. ouais. Et du coup, à quel âge tu t'es lancé exactement? T'étais mineur du coup? Ouais, j'ai commencé en mineur. Ok, j'ai capté. Mon stage de troisième, on a quoi, 14 ans, 15 ans Ouais. en troisième? Ouais, c'est ça, on a 15 ans. Ouais, j'ai commencé dans ces eaux-là. Je commençais à vendre un petit peu sur Le Bon Coin, Prismister, Cdiscount. Je vendais, on va dire, aux gens autour de moi des produits que j'ai achetés par exemple en Chine, sur AliExpress, Ouais. etc. iOffer, pour ceux qui connaissent à l'époque. Et moi, on va dire, ça, c'était mes premiers centaines d'euros, Ouais. milliers d'euros sur Internet, tu vois. J'ai capté. Et c'était la croyance qui m'intéressait. Ok. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, ouais. Incroyable. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi aussi, j'ai commencé l'entrepreneuriat à, pareil, 14-15 ans, mais sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. En fait, moi, je voulais faire de l'argent, et sur Twitter, j'étais bon, tu vois. Sur les réseaux, j'ai toujours été bon. Et sur Twitter, j'avais pas mal d'abonnés, et un pote à moi, on s'est dit, mais on va monétiser ça. Parce qu'à l'époque, sur Twitter, il y avait pas, ça c'est récent, la monétisation. À l'époque, tu faisais du clic juste pour faire du clic. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis rendu compte qu'on pouvait apporter de la visibilité à des rappeurs, tu vois. Et là, on a commencé à contacter, à envoyer des mails à des rappeurs. On a commencé en fait, aller leur proposer de faire augmenter leur vue, tu vois. Et à ces moments-là, on a lancé, entre guillemets, des rappeurs qui faisaient pas beaucoup de vues, tu vois. Genre, PSO Thug à l'époque, je me rappelle, leurs clips, ils sortaient, on communiquait avec eux par mail. Et c'est nous, entre guillemets, moi et mon pote, qui les avons propulsés, pas propulsés, les faire connaître, mais on a bien boosté leur vue au début, tu vois. C'était vraiment pas le but, c'était pas juste c'était pas de les faire connaître. C'était de booster leur vue. On n'était pas là pour, De la force. c'est, ouais, juste de la force, mais juste que les vues, ils soient cheatées, tu vois. Tu balances le clip, il vient de commencer, il y a 10 000 vues dans l'heure, tu vois. C'était vraiment juste ça, c'était pas de leur faire connaître. Et moi, au début, je savais pas trop que c'était de l'entrepreneuriat. Moi, je dis, c'est juste un plan sous. Alors, on fait de l'argent, on partage à nous deux. Et on envoyait des mails toute la journée à des artistes. Et il y avait des artistes qui nous répondaient. Il y avait des PSO Thug, il y avait enfin, vrai, pas trop d'artistes qu'on connus maintenant. Mais à l'époque, pour nous, c'était une dinguerie. Et à ce moment-là, moi, je savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Je savais pas que c'était un vrai métier, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit, carrément, je pensais que c'était illégal, tu vois. Je pensais on trafiquait des trucs de ouf. On avait changé les vues des rappeurs. On était, en fait, pas du tout, tu vois. C'est un truc qui se fait aujourd'hui partout. Genre, aujourd'hui, t'as de l'influence sur les réseaux. On peut te payer pour pouvoir augmenter les vues d'une vidéo, tu vois. C'est normal. À l'époque, je pensais grave, j'avais fait un truc illégal. Et c'est là directement que moi j'ai compris. J'ai pas direct compris, mais j'ai su que je voulais pas aller dans la voie classique, tu vois. Et justement, on va en parler. Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu voulais pas être salarié? Parce que t'as déjà travaillé dans ta vie ou jamais de la vie? Non, jamais. Jamais J'ai eu été cette salarié. chance. Tu sais, des fois, je me pose cette question. Je me pose la question de est-ce que j'aurais pas aimé tester le salariat? Parce que quand on connaît pas quelque chose, on peut se dire potentiellement est-ce que réellement c'est ce que les gens disent? Ouais. C'est le sentiment, c'est leur expérience. Et non, j'ai jamais personnellement travaillé une heure de ma vie. À part le stage de troisième, si on peut appeler ça un travail. Insolent. C'est que c'est hyper insolent. La Je seule pense qu'on fois où est j'ai beaucoup- travaillé, Je c'était pense au qu'on est stage. réellement beaucoup dans notre cas, tu vois. Ouais, en vrai, des vous êtes beaucoup, entrepreneurs. ouais. Surtout dans notre génération. Exact, ouais. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont jamais travaillé une heure ou quoi que ce soit Ouais. dans le salariat classique ou quoi.
Mais en vérité, des fois, je me pose la question quand je rencontre des gens qui me parlent de leur expérience. Je suis un petit peu, on va dire, dans une impasse parce que je peux pas forcément leur répondre de Ouais, mon expérience, tu vois. Donc, indirectement, il y a le doute en moi qui me dit, mais est-ce que leur expérience est vraiment réelle? ouais, Parce qu'ils se plaignent d'une force où j'ai l'impression que c'est affreux, mais je vois tellement de personnes dans le salariat, je me dis que c'est pas possible, tu vois. ouais, c'est pas possible. Et des fois, je me dis, j'aurais bien testé une semaine tu vois, de salariat. Ouais, ouais, ouais. Mais non, j'ai eu la chance de jamais travailler 1 heure, à part, on va dire, dans le stage de Dans ton troisième que stage, j'ai ouais. fait au collège. Mais c'est plutôt quelque chose que je suis Ouais, c'est plutôt plutôt content, cool, tu ouais. vois. Moi, dis-toi, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et ouais, ça m'a suffi, hein. C'était en alternance. Et c'était vraiment le cliché à l'état pur. Tu vois, il y en a, ils kiffent leur taf, leur expérience professionnelle, elle se passe bien. Moi, c'était vraiment la pire expérience possible. C'était tout le monde qui parlait. C'était vraiment le cliché de l'entreprise, tu vois. C'était une PME, donc petite entreprise, on était 20 dedans. Et tout le monde parlait sur tout le monde. Ils allaient manger ensemble. Et après, derrière, ça parlait. L'autre qui allait balancer au patron que lui, il avait dit ça, ceci, cela. Ils allaient tous en boîte le week-end se bourrer la gueule. Le lundi, ils avaient tous la gueule de... Ouais. C'était vraiment le C'est cliché la à guerre. l'état pur, tu vois. Et je me suis dit, si moi j'ai vécu ça, et ça m'a dégoûté, je me dis qu'il y a des gens qui doivent le vivre quotidiennement, tu vois. Mais dis-toi, toi, t'as travaillé combien de temps? 2 ans. 2 ans. Imagine quelqu'un qui vit ça pendant 10 ans dans des métiers plus ingrats potentiellement. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur un taf qui m'a dégoûté. Parce que j'ai vu un gars qui disait, le fait d'avoir un bon travail, c'est un piège. Parce que ça te conforte dans l'idée de, je kiffe ce que je fais, je gagne bien ma vie, et j'en reste là. Je veux pas aller plus loin, tu vois. Mais imagine les gens qui ont un travail, entre guillemets, à responsabilité, de Ouais. un, où ils managent des humains, un groupe, premièrement. Deuxièmement, imagine quelqu'un qui, en plus de ça, a une reconnaissance dans la société. Il y a des métiers, par exemple, des professions libérales, euh, où, on va dire, ils vont être dans, je sais pas moi, avocat, notaire, c'est des métiers vraiment très intéressants, très bien vus. Mais je connais des avocats qui gagnent le SMIC pratiquement, tu Ouais. vois. Ça veut dire que c'est pas forcément reconnu à la valeur et, entre guillemets, l'édification que nous, on a du métier, tu vois. Ouais, Avocat, c'est pour clair. moi, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Ouais, on se rend pas compte, on pense que c'est un truc. Mais il se peut que dans les écoles, les facs et tout, il y a plein de gens qui arrêtent, mais c'est pas parce qu'ils se rendent compte que c'est compliqué et qu'ils vont jamais arriver ou quoi, c'est qu'ils se rendent compte de, entre guillemets, la supercherie, tu vois. Ouais, Ils se l'illusion. rendent quoi? L'illusion, ils se disent, moi, je vais faire avocat, je vais faire médecin, je vais gagner tant, ceci, cela. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des mecs en dernière année qui trouvent pas de travail, des mecs qui ont un diplôme depuis des années, des bac+5, bac+6, qui gagnent le SMIC, tu vois. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Sachant qu'en plus, les écoles, elles jouent sur ça. La fameuse soit promesse d'embauche à la sortie de l'école. On a des partenariats et vous embauchez direct. C'est du bluff de fou, tu vois. Mais en plus, finalement, moi je pense en tout cas que ces personnes-là qui arrivent, on va dire, en avant-dernière année ou dernière année à se rendre compte de cette illusion qu'ils avaient pendant toute leur scolarité, je pense juste qu'ils ont été dans un entonnoir en réalité. Tu vois. Ouais. Ils ne se sont jamais posé la question plus que ça, ils n'ont jamais essayé de contacter des avocats, contacter des gens sur le terrain, mais pas des exceptions. Tu vois. Ouais. Si moi aujourd'hui je vais chercher, on va dire, Cristiano Ronaldo qui dans le foot a percé, a excellé, c'est trop facile de dire, bah, Cristiano Ronaldo il a réussi, je vais réussir. Mais quand tu regardes sur, je sais pas moi, 100 000 footballeurs, combien réussissent, combien percent, combien Ouais. arrivent à devenir professionnels, vivent de leur, on va dire, de leur passion, tu vois. Ouais. Ça, je trouve, c'est vraiment très, très différent, tu vois. Et je pense qu'ils sont juste dans un entonnoir où, on va dire, ils vont juste se satisfaire de la reconnaissance. Tu vois, Ouais, pendant c'est tes clair. études, quelqu'un, il te dit, toi, t'es en quoi? Tu dis, bah, moi, je suis en fac de droit, je veux devenir avocat. Ça flingue, tu vois. Ouais. Et j'ai une anecdote sur ça, c'est que personnellement, j'ai redoublé ma première parce que j'ai eu je vais pas dire un traumatisme, c'est un grand mot, tu vois, mais j'ai trop mal vécu. Je me suis réorienté une fois, en fait, enfin, je me suis orienté, pardon, en STI2D. Ouais. Et le premier jour d'STI2D, pour la petite anecdote, j'ai dit à la proviseure que je voulais changer, partir en ES. Et elle m'a fait faire toute l'année en STI2D, alors que je lui ai dit le premier jour que je voulais pas, hein, Ouais. pour ensuite l'année prochaine me remettre en ES. Et en fait, la pression que j'ai vécue en STI2D pendant 1 an, je me suis dit plus jamais, tu vois. Genre vraiment, c'était genre, tu sais, t'as un jugement de valeur. Toi, t'es en quoi? STI2D, ah ok. T'es en technologique, ouais, c'est facile. Ouais, t'avais pas des bonnes notes l'année dernière en seconde. Et au final, après, tu vois, c'est pas forcément des lumières, attention. Il y a des gens, ils sont dans tout. Il y a des gens, ils vont en STI2D pour aller en STI2D, tu vois, ils Ouais. s'en foutent au final des études. Mais il y a des gens, en réalité, genre, quand j'étais en ES, il y avait réellement un jugement de valeur sur la générale et la technologique, tu vois. Ok. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose de juger les gens sur leur avenir dès leur plus jeune âge, ou plutôt il faudrait leur laisser une porte plus grande, tu vois, où en gros, ce que tu veux faire, bah, on va essayer de t'aiguiller, même si t'as pas encore les capacités pour, tu vois. Ok, je trouve que c'est une très bonne question parce que je pense personnellement qu'on devrait laisser beaucoup plus de place à l'erreur. Aujourd'hui en France, quand quelqu'un finit par exemple son bac, il a 18 ans, en France, il faut rapidement qu'il puisse, on va dire, enchaîner.
aller faire sa L1, L2, accélérer, passer on va dire, sa licence, son M1, son M2. Alors que quand je regarde, moi, j'ai des amis, on va dire, à l'étranger, ben, ils vont faire des années de césure. Tu vois. Ils vont prendre une année, voyager, ça va leur donner un background, tu vois, ça va leur donner de l'expérience. Et ils vont aller tester des choses, etc. Et même dans le salariat, les recruteurs, ils aiment trop. Mais ça, c'est bien vu qu'à l'étranger. Dans les pays anglo-saxons, ça marche de fou. En France, quelqu'un qui fait une année pour, entre guillemets, glander, il est trop mal vu. Ouais. Je trouve ça trop bizarre. Je te jure. Alors qu'on devrait exact, on devrait faire l'expérience. Les gens, ils appellent ça trou sur le CV. Ouais, vous avez fait quoi de 2020 à 2021, s'il vous plaît? Ah, j'ai voyagé et tout. Ah ouais, c'était un peu risqué quand même. Mais dis-toi que même quand tu as des maladies graves, il y a un jugement. Je te jure. J'ai vu des personnes, je connais un ami à moi qui a eu un accident, on va dire, de la route, et pendant 1 an, genre, c'était assez grave, il pouvait rien faire. Et comme tu dis, le trou sur le CV, c'est réel, mais même quand c'est médical. Ouais. Donc, et c'est vraiment une mentalité française. Hein. Je ne te parle pas de quelque chose qu'on peut retrouver partout, en tout cas. Ouais. Mais je pense que la mentalité française, c'est un bon débat. Mais je pense qu'on pourra en parler après. Vas-y. Mais moi, j'ai une question d'après toi. Est-ce que aujourd'hui, on est conditionné à être salarié ou alors c'est pour la facilité, entre guillemets? Parce qu'on va pas se mentir, il y a plein de gens qui pensent que c'est compliqué, entre guillemets, le salariat, c'est compliqué de trouver un travail, c'est compliqué tout ça. Mais c'est des gens qui n'ont jamais testé l'entrepreneuriat, tu vois. L'entrepreneuriat, ça peut paraître simple une fois que t'as pété, une fois que tu vis ta meilleure vie, voilà, que t'es tranquille. Mais quand tu débutes, ou surtout quand t'as des moments creux, que tu gagnes bien ta vie, mais pas encore assez pour être très très bien, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué, surtout si tu manques de croyances. Et c'est ça que la plupart des gens abandonnent. Mais est-ce que tu penses que les gens vont dans le salariat par simplicité ou c'est qu'ils sont conditionnés à ça, tu vois? Moi, je pense déjà qu'ils sont conditionnés parce que depuis toujours, on nous parle toujours d'aller à l'école, avoir de bonnes notes, un bon diplôme et par la suite un bon travail pour ensuite avoir une bonne retraite, tu vois. Donc c'est-à-dire que depuis le début, on nous a montré qu'une voie. Il n'y a pas de thématique droite, gauche ou etc. Il y a une voie, c'est celle-là, c'est l'école. On nous a jamais dit, écoute, si tu veux entreprendre, te lancer dans une décision de faire quelque chose de nouveau, tester des choses, c'est pas grave. Entreprendre, c'est échouer. Entreprendre, c'est se rectifier, améliorer, faire de la B-testing, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas conditionné uniquement à faire du salariat. On est conditionné surtout à pas réfléchir solo. Ouais. On est conditionné à ne pas tester et échouer. Ouais. Je pense qu'à défaut d'être conditionné au salariat, on est surtout conditionné à une réussite qui doit être limpide, claire, nette, sans bavure. Et on chasse les gens qui sont, on dirait, des sorcières. Si tu fais un détournement, t'es vu bizarrement par la société. Et on va pas, on va dire, mettre en avant les gens qui ont testé parce qu'ils ont eu la responsabilité de vouloir aller chercher plus loin, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que, arrête, je te donnerai mon avis sur ça, mais est-ce que tu penses que l'école aujourd'hui, c'est inutile à 100% ou pas du tout? Pour qui? Pour quelqu'un qui vient de rentrer à l'école là aujourd'hui. Ok, je te pose une question. Ouais. Une personne qui a la peau noire. Ouais. Ça lui sert réellement quelque chose, la crème solaire? Mais je te parle pas de tous les jours, tout le temps. Oui, ok, j'ai capté. Bien évidemment, s'il est ultra exposé, peut-être. Mais aujourd'hui, la mélanine, elle sert, on va dire, à gérer cette chose-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas fait pour le salariat, ou en tout cas, il se trouve trop dans une case, la vérité, c'est quoi? C'est que ça va plus être chronophage pour lui, quelque chose qui va lui faire révéler son potentiel, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que ça sert? Je sais pas, peut-être, oui, bien évidemment. Il y a des gens qui sont très heureux dans le salariat et je les encourage. Moi, je suis pas dans le débat salarié vs entrepreneur. Ouais. Il y a des gens qui se lavent pas les dents tous les jours. Il y a des gens qui font pas leur lit tous les jours. Ouais. Ils se douchent pas tous les jours. Comment tu veux que quelqu'un prenne des responsabilités, d'entreprendre, d'avoir la vie de salarié, de payer les impôts, l'URSSAF, tout le tralala, alors que ces personnes-là n'arrivent pas à avoir leur propre responsabilité? Ouais. Moi, je pense que le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. T'es d'accord? En fait, c'est fait pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, ouais. Moi, sincèrement, je pense que c'est important à l'école. J'ai la vérité. Après, dans les commentaires, vous pourrez nous dire. Hein. Mais moi, pour moi, c'est important dans le sens où, aujourd'hui, un jeune de, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu lui dis, tu vas pas à l'école, tu restes chez toi. Qu'est-ce qu'il fait? Fortnite, TikTok, Play, même en retournant 20 ans, enfin 10 ans en arrière, tu vois, quand moi j'étais à l'école. Moi, ça aurait été Gulli toute la journée, tu vois, ça aurait été... Pour moi, l'école, c'est un encadrement, tu vois. Et même sur ta manière de penser, de réfléchir, t'es éduqué différemment. T'es éduqué, certes, l'éducation est à revoir, tu vois, sur certains points, mais t'es éduqué sur des choses qui sont importantes dans la vie quotidienne. Après, je parle pas de tout. Théorème de Thalès, ceci, cela. Je suis d'accord, ça m'a rien apporté dans ma vie à l'heure actuelle. Mais, pour moi, il y a un surplus d'informations dans l'école qu'on n'a pas besoin. Mais il y a quand même une bonne base où s'il y a pas ça, c'est fini, tu vois.
Mais tu vois, moi, je te rejoins pas du tout, hein. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que l'école, c'est fait pour garder les enfants des parents. Ouais. Regarde pendant le Covid, les parents, ils pétaient un plomb. Je te jure. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne pour garder leurs enfants. Ils faisaient comment? Ils pouvaient pas. T'es au courant que t'as donné l'éducation, le savoir, l'encadrement à l'école? Ouais. Mais ça, tes parents, ils peuvent pas le faire? Si aujourd'hui, tes parents étaient entrepreneurs, ils pourraient simplement t'éduquer, Ouais. te donner un cadre, te faire tes activités. Tu peux le faire en famille. Ouais. Avec si t'as des frères, des sœurs, t'imagines le truc de fou? Tu peux faire l'école à la maison. Ouais. Tous les matins l'école, l'après-midi des expériences pratiques. Ouais. Travaux pratiques. Tu t'imagines à quel point, moi je voudrais qu'on revienne par exemple à la royauté. Il y avait l'école. Il y avait le CE1, CE2, CM1. Ouais, pas, mais les gens savaient même pas lire à l'époque là. Non, n'abuse pas. Non, non, Je non. te jure, ils savaient pas lire. Si. Frérot, il y Ouais, avait que la haute bourgeoisie Les aristocrates. qui apprenaient, ouais. Mais d'accord. Mais du coup, c'est qui leur faisait, on va dire, Ouais, apprendre? c'était Il y avait école à la maison, un ouais. professeur particulier. Du coup, c'est qui fait l'éducation? C'est un humain. Ouais. C'est un transfert de savoir. Un transfert de compétences. Ouais. Une manière d'apprendre et c'est ce qu'on cherche en fait. C'est un peu comme dans une relation mentor-mentoré. Ouais. Un mentor, il est là pour donner, on va dire, une voix à un mentoré. Mais aujourd'hui, c'est trop facile de dire c'est l'école qui donne un cadre. Ouais. La vérité, c'est que tu regardes les écoles, il y a réellement des cadres. Moi, dans ma classe, en cours, il n'y avait pas de cadre. Ouais. La seule cadre qu'il y avait, c'était potentiellement exclusion parents. Ouais. Et au final, on revient toujours aux parents. Quand t'es petit, il dit quoi le professeur quand tu fais une bêtise? Il va te mettre un mot dans le carnet. Exact, Pour que ouais. tes parents voient. Quand t'as une mauvaise note, ta maman, elle doit signer ta note. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au final, l'éducation, elle passe toujours par une corrélation aux parents. C'est juste que pendant la journée, tes parents, ils doivent travailler. Ouais. Ils doivent ramener de l'argent à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Donc au final, on arrive sur quelque chose qui est très rapidement toujours la même chose. Si Exact. tes parents étaient entrepreneurs, ils te feraient ton éducation, ton encadrement, ton apprentissage et peut-être même découvrir Ah, bah ton après, potentiel illimité. L'école, il y a un truc que, enfin, c'est un indirect, mais ça vient de l'école, c'est tout ce qui est socialement, tu vois. Avoir des potes, rencontrer des gens, c'est là, à ce moment-là, que tu Ok. commences à avoir qui tes ton meilleurs meilleur potes, ami tu vois. J'ai pas vraiment de meilleur ami, mais. Donne-moi ton top 2. Tu l'as rencontré à l'école? Hein? Tu l'as rencontré? Franchement, ouais, mes Ah ouais meilleurs potes de maintenant, je les ai rencontrés à l'école, ouais. Ok. Et même certains, j'ai oublié, tu vois, mais je sais que mes meilleurs moments, c'est quand j'étais à l'école, tu vois. Les meilleurs souvenirs que j'ai dans ma vie, c'est toutes les, on va dire les conneries, mais tous les trucs de con qu'on a fait à l'école. Parce que je me La dis qu'aujourd'hui, nostalgie, au final. un enfant qui est à l'école, c'est indirectement l'école qui a ramené ça, mais c'est l'école, tu vois. Après, je pense que l'idée est bonne, le fait de réunir des enfants, et de les éduquer, de les former, de leur permettre d'aller chercher. Mais il y a tellement un surplus d'informations qu'au final, ça devient ridicule. Le fait d'apprendre des dates par cœur, certes, c'est important, mais juste, c'est du gavage, tu vois. Gaver l'enfant jusqu'à ce qu'il retienne tout par cœur et il sait même pas l'expliquer par lui-même. Il peut te réciter le théorème de Thalès, mais est-ce qu'il sait l'appliquer? Il connaît la date des guerres mondiales, mais est-ce qu'il sait ce qui s'est réellement passé, tu vois? Il connaît juste la forme, mais il connaît pas le fond et je pense que c'est ça le gros problème de l'école. Après, pour moi, c'est important jusqu'à un certain niveau. Je pars du principe qu'après, ce qui est au-dessus, faculté, BTS, ceci, moi, j'ai fait la fac, j'ai fait BTS. Ça ne sert à rien, littéralement, tu vois. T'apprends que dalle, des trucs que tu pourrais apprendre sur Internet. Et le pire, c'est que ça continue après, tu vois. Par exemple, en entreprise, il y a des stages des fois. Bien sûr. Et moi, j'ai assisté à un stage. Je te jure que le gars est arrivé avec un PowerPoint. Comment utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que vous connaissez cet outil? Et là, il montre un oiseau bleu. Non, c'est quoi cet oiseau et tout? Moi, je lève la main. Twitter. Waouh, incroyable. Après, il me regarde, il me dit, ah ouais, t'es chaud. J'ai dit, les gars, c'est Twitter. Allô? Et le gars, j'ai demandé après. Ils l'ont payé 15 000 € 3 jours de séminaire. Pour que le mec explique comment faire des posts sur LinkedIn, qu'il faut avoir une belle photo de profil, qu'il faut écrire ça. Il a expliqué LinkedIn, il a expliqué Twitter, il a expliqué Facebook pendant 3 jours. Il a pris 15K. Je me dis, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est pour ça que nous, notre génération de maintenant, les gens, ils pensent qu'on a un écart entre la génération d'avant. C'est même pas un écart, tu vois. C'est énorme. La différence entre l'avant Internet, entre guillemets, ou les débuts, et l'après, tu vois. Non, je suis d'accord. Avant Internet, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais personnellement, je reste toujours convaincu que c'est trop facile de parler de l'école comme quelque chose qui est extraordinaire, alors qu'en réalité, les professeurs ne sont même pas, on va dire, formés et prêts à gérer une classe de 35 élèves. Je te jure. Dans ma classe, on était 40 personnes. Ok, quand tu es on va dire, un professeur, 2 élèves, il peut aider, comprendre les erreurs. Mais si par exemple, tu vas prendre un professeur, je te dis, ouais, par exemple, je sais pas moi, Lucas, c'est quoi ses problèmes? Tu vas me dire que le professeur il sera capable de te dire les problèmes de Lucas? Ouais. Je pense pas, tu vois. Donc au final, est-ce que c'est réellement leur objectif que tu sois, on va dire, fort dans la forme et dans le fond? Non, au final, ils sont juste là pour, on va dire,
te donner un programme, un cursus, que Ouais. tu vois un petit peu tout, que tu connais un petit peu dans ta tête, et qu'au final, tu vas te spécialiser dans quelque chose, si tu veux trouver un métier. Tu vois. Ouais, j'ai capté. Mais ouais, moi, je pense que l'école, c'est une bonne chose d'un point de vue idée, mais qu'après, sincèrement, si je devrais tout changer, j'ai pas le pouvoir pour faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient, tu vois, parce que juste le fait déjà moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur la vie quotidienne avec mes potes, tu vois. Le fait de les côtoyer à l'école, le fait de chacun s'apporte, même indirectement, tu vois, t'as des pairs, entre guillemets. Tes pairs, c'est ceux qui te forment, tu vois, qui t'éduquent, t'as les parents, les professeurs, et les potes. Et les potes, t'apprends beaucoup avec eux sur la vie, des choses que t'apprendrais peut-être pas à l'école, tu vois. Je pense que tu expérimentes beaucoup avec tes amis, Ouais. tu vois. Tu testes des choses. Tu testes des choses, tu te découvres, etc. Tu fais des bêtises, etc. Donc Ouais. c'est sûr que tu as un bon bagage avec tes amis. Ouais. Mais encore une fois, je comprends pas le rapport avec l'école, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, l'école, c'est trop édifié. C'est trop mis en avant. C'est un symbole qui est trop fort, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes les grandes, on va dire, les grandes facultés, les grandes écoles, etc., c'est des coûts très, très hauts et très peu d'élèves, tu vois. Ouais. Et le cursus, il est minutieux. Mais après, Il y a beaucoup de pratique aussi, tu vois. Après, je pense que aussi ce qui est bien entre guillemets dans l'école, ce qui est mauvais pardon, ce qui est dans l'école, c'est le fait de dévaloriser quelqu'un qui a échoué. T'as 0, tu vas au fond de la classe et hop, t'es puni, tu vois. C'est un truc de fou de se dire ça. Quoi, tu vois. C'est genre t'as pas appris par cœur alors que t'as compris, c'est mort pour toi. On te demande pas d'être bon, on te demande de respecter une consigne, tu vois. Quand je prenais un devoir, par exemple un devoir maison, même si avait 15 sur 20, 14 sur 20 ou n'importe, le professeur, il l'entourait mes erreurs en rouge. Ouais. Tu vois. Et je trouve que c'est trop drôle parce que tout le reste, il l'a jamais entouré en vert. Donc ça veut dire qu'il y a, on va dire, un côté où quand tu échoues, il faut appuyer pour vraiment rendre honteux le fait d'échouer. Mais au Ouais. final, quand quelqu'un veut entreprendre, il a ce traumatisme de l'école où s'il entreprend, il peut pas se permettre d'échouer. Alors que l'entrepreneuriat, c'est échouer assez pour assez corriger pour que ça fonctionne un moment. Ouais. Et ça, c'est grave intéressant ce que tu dis. Parce que moi, à l'école, j'étais pas nul. Moi, j'avais des problèmes de santé. C'est-à-dire que, en gros, quand j'étais petit, je faisais des crises d'épilepsie, je peux rentrer dans les détails, mais j'ai pris un médicament qui m'a détruit beaucoup de neurones. Alors vraiment, c'est pas une dingue, c'est un truc. Il est interdit le médicament aujourd'hui, carrément. Hein, Je te jure, il a tué des bébés et tout, c'est un truc de fou. Je te jure, c'était à l'époque. Ça, on se rend pas compte, mais la médecine, en vrai, elle est développée, mais sur certains points, il y avait encore des trucs à revoir. Et moi, en fait, pour détruire la maladie, il fallait me détruire des neurones. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc j'ai des neurones qui ont, Fou. ouais, truc de fou. Et en gros, j'ai des gros problèmes de concentration. J'étais dyslexique. J'étais très timide du coup, parce que à chaque fois que je lisais, je me trompais. Tu vois, quand t'es dyslexique, c'est Bien un truc sûr, de fou. Tu c'est confonds compliqué. les B, les P, les V. Et mais j'étais bon à l'école. Ça, mais le fait d'apprendre par cœur, alors j'ai des problèmes de mémoire, d'attention, de tout ça, c'était impossible. Ça Tu va vois. mieux maintenant? Ouais, bah justement après j'ai les médicaments, je les ai arrêtés, etc. La maladie, elle s'est guérie forcément, mais c'est pas l'école qui m'a soigné. C'est l'entrepreneuriat parce qu'au début, j'avais peur de tout ça, tu vois. J'avais peur de parler à l'oral, j'avais peur de lire, j'avais peur de m'exprimer, et des fois j'apprenais des trucs à l'école par cœur. J'arrivais devant le prof, je me rappelais plus. J'avais tout oublié déjà. Ah, le stress. Et même pas le stress, c'est que j'avais vraiment oublié. C'est mon cerveau, c'est une maladie, tu vois, c'est un handicap, ça a été reconnu handicap et tout. On dirait pas, mais c'est ça le problème. C'est que du coup, il y avait rien qui avait été adapté pour moi à ce moment-là. Et je donnais mon max, tu vois, pour avoir des bonnes notes, faire plaisir à ma daronne, mais quand ça voulait pas, ça voulait pas. Je pouvais passer la nuit à apprendre un truc, j'arrivais devant, j'avais oublié. Parce que c'est une maladie, c'est comme ça, tu vois. Et c'est même pas une maladie reconnue ou quoi, tellement c'est pas rare, mais c'est juste, voilà, il y avait des neurones en moi, entre guillemets. Et quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, quand je faisais mes premiers échecs, bah pour moi c'était normal. Comme à l'école, j'avais passé ma vie à échouer, tu vois. Mais comment t'as fait pour rentrer dans l'entrepreneuriat si juste lire t'avais peur? Comment t'as pu sauter le pas en Franchement, ayant bah, peur? en fait, j'avais peur, mais je me suis jamais retenu de le faire. Ok. Je me suis dit, genre, j'ai moins que les autres, mais c'est pas pour autant que ma vie, elle doit être moins que les autres. Genre, j'ai toujours cette mentalité je sais que j'ai beaucoup plus de difficultés que les gens, mais c'est pour ça que je dois faire plus. Genre, les gens, ils devaient apprendre leurs leçons, peut-être, tu vois, j'ai des potes à moi, ils lisent le cours avant l'examen. Ils ont 20, tu vois. Moi, je savais que je devais passer la nuit à l'apprendre par cœur. Mais je le faisais, j'avais pas le choix. Et quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, le fait d'échouer, pour moi, c'était normal parce qu'à l'école, j'échouais aussi et je me relevais et je refaisais les choses, tu vois. J'avais pas abandonné parce que j'avais pas le choix. Et ça m'avait formaté à ce que dans l'entrepreneuriat, mes premiers échecs, bah, c'est même pas, genre, il y en a, ils disent, ouais, tes échecs, c'est bien et tout. Moi, je m'en foutais. Ça arrive, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, t'avais une croyance différente en vrai. Croyance différente, ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, imagine quelqu'un qui a toujours
réussit. Et là, il échoue. S'il rentre dans l'entrepreneuriat, il échoue. Et c'est là que j'ai compris, tu Ça vois. fait un traumatisme de Parce que malade. moi, je comprenais pas comment des gens, par exemple, j'ai des potes à moi que j'ai initié l'entrepreneuriat, qui ont toujours des bonnes notes à l'école, des mecs carrés. Premier essai qu'ils ont abandonné. Premier échec. Je me dis, mais comment c'est possible? Que moi, je suis grave pourri, tu vois, à l'école, j'ai jamais été carré. Et pourtant, l'échec, ça me fait pas peur. Et après, j'ai fait une introspection, tu vois. Et j'ai compris que comme j'ai toujours échoué, on va dire, à l'école, échouer dans l'entrepreneuriat, ça me fait ni chaud ni froid, c'est normal. Et c'est là que j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était égal à la persévérance. Plus j'allais persévérer, plus ça allait marcher. Les gens, pour apprendre le trading, pour apprendre la crypto sur quoi j'excelle aujourd'hui, ils vont peut-être regarder des formations une fois et c'est bon, c'est assimilé. J'ai dû passer des heures et des heures, re-regarder. Et c'est grâce à ça que j'en suis là, tu vois. C'est là que j'ai compris vraiment que tout était possible à tout le monde. Si moi j'ai pu le faire, alors qu'à la base j'ai des problèmes de santé, et le pire c'est que quand je vais chez le médecin maintenant, j'ai quasiment plus rien. Avant je faisais des fautes d'orthographe, mais laisse tomber frérot, je te jure, tu comprenais pas. Aujourd'hui ça va mieux, des fois j'en fais encore, ça arrive. Aujourd'hui ça va mieux, m'exprimer à l'oral, c'était horrible. Et le fait de sortir de ma zone de confort, de commencer à parler devant 2, 3, 4, 5 personnes, le fait de faire des formations, le fait d'éduquer, le fait d'échanger, de rencontrer, bah frérot, c'est là que j'ai vu que le cerveau humain, c'était une dinguerie, c'est que je me suis soigné moi-même. Genre, j'ai pas eu besoin de médicaments, j'ai pas eu besoin de tout seul. Et même mes parents, ma famille, ils sont choqués de fou parce que avant, j'avais des grosses difficultés, tu vois, même à m'exprimer, Tu partais de loin. Ouais, je partais de loin et j'avais peur de m'exprimer parce que j'avais peur de faire des fautes. J'avais peur de dire de la merde, du coup, je parlais plus. Et j'étais le gars très timide, mais pas parce qu'il est timide, parce qu'il a peur de dire de la merde. Et du coup, l'entrepreneuriat, ça m'a limite sauvé, tu vois. Ça t'a guéri d'abord. Ça m'a guéri et ça m'a apporté plus que ce que je n'aurais jamais pensé, tu vois. Mais au final, c'est pas l'entrepreneuriat qui t'a guéri, c'est toi. C'est moi-même, mais Ouais, via bien l'entrepreneuriat, parce que sinon Exact. j'aurais jamais essayé, j'aurais jamais osé, tu vois. J'aurais jamais franchi le pas de faire des scènes devant 10 000 personnes. J'aurais pas eu l'opportunité de le faire, tu vois. Mais tu sais, je voudrais rebondir sur ce que t'as dit. Quand quelqu'un, par exemple, qui a toujours excellé dans, on va dire, le schéma classique, démarre l'entrepreneuriat, je pense pas que la chose qui le fait arrêter soit l'échec. Je pense que c'est le jugement de ses pairs qui change. Ouais. Vu que son entourage a été habitué à un standing, ils ont des attentes, tu vois, des hautes attentes de lui. Exact, ouais. Il est classique, il réussit tout le temps, il est numéro 1. À ce moment précis, il passe de peut-être numéro 1, 2, 3 dans le top à numéro 25, tu Je vois. te jure. Donc c'est psychologiquement, il est pas prêt. C'est compliqué, ouais. Tu sais, c'est un petit peu comme, tu vois, si tu roules sur l'autoroute, Ouais. aquaplaning, tu stresses d'un coup, ça fait peur de malade. Ouais. Et au final, je pense que c'est plutôt le regard des autres, de leur père, de leur famille. Et c'est même pas l'échec, tu vois. Ouais. Parce que prends l'exemple de faire des crêpes. Quand quelqu'un il rate sa première crêpe, il va pas jeter les récipients de crêpes. Ouais. Il va dire, bon, vas-y, je fais la prochaine. Mais maintenant, imagine potentiellement un truc de cuisine master chef, un truc de malade. La pression s'il rate à ce moment précis parce que tout le monde le regarde. Ouais. Là, le regard des gens, je pense qu'il peut vraiment changer dans la tête de Mais quelqu'un. on retrouve la même chose dans le foot. Tu vois, un joueur de haut niveau, et on en a vu plein. Tu vois, par exemple, on prend l'exemple de Hazard. Je sais pas si tu regardes le foot ou pas. Je kiffe le foot, frérot. Ok. Hazard, il a été au top de sa carrière. Il a fait Lille, il a fait Chelsea, il a été au top. Il est revenu au Real et il s'est blessé, tu vois. Il est jamais revenu au top. Et là, il a mis fin à sa carrière. Parce que je pense que psychologiquement, t'as été peut-être l'un des top 3, top 4, allez, top 5 meilleurs joueurs du monde pendant assez longtemps. Et le fait que maintenant, t'es plus au même niveau et que ça te juge, mais de partout, le monde entier, tu vois. Genre, il a pris du poids parce qu'il s'est blessé. Du coup, bah lui, c'est un peu relâché. Il a fait des sorties, des trucs. Du coup, ça l'affiche dans les journaux. Et c'est là que je me dis la psychologie qu'il faut avoir pour Être au se top, relever c'est de dur, ça. Et je pense, après, c'est peut-être pas ça qui a fait qu'il a arrêté. Sûr. Mais je pense qu'il y a une grande partie qui fait qu'il s'était tellement fait juger parce que le Real ont payé pour lui. Donc, ils ont des attentes. Et le fait qu'il se reblesse, qu'il joue mal, qu'il fait des contre-performances, psychologiquement, ça doit être compliqué, tu Ouais, vois. comme la même chose avec Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Tu vois. Ouais, exact. Genre, psychologiquement, il y avait une pression de fou dans le stade. Ça criait. Honnêtement, le stress, il est à son comble, tu vois. Donc, Ouais. le stress joue beaucoup, en tout cas, et le jugement des autres joue beaucoup, tu vois. Je pense que dans Je te rejoins à 100%. le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, pour moi, il y a énormément de points communs, tu vois. Pareil. Et les points communs, c'est surtout psychologiquement. Genre, je pense que Zebo était pas prêt psychologiquement. Et ce qui a fait qu'il a fait un mouvement qu'il aurait jamais dû faire dès le début. Et même lui, il a expliqué en interview. Il a dit, le mouvement, je le maîtrise. Juste avant, on m'a prévenu de ne pas commencer par un high kick. On m'a dit tout ça. La première chose que je fais, c'est un high kick. Et je pense que psychologiquement, c'est tellement intéressant à étudier. C'est que tout ce qu'il y a eu en amont,
qui a fait que même son coach, il dit Jordan, t'es mort, tu vois. Un truc de fou. C'est moi, pour moi, ça me choque. Mais bref. Mais en vrai de vrai, on Ouais. pourrait tourner la chose de l'autre côté aussi. Ouais. C'est Doumbé qui Bah oui. s'affiche, qui s'annonce, Exactement. il se met devant, il bombe le torse, il arrive. Il mine par inadvertance, il y a un problème. Je te jure. Un truc de fou. En fait, c'est l'aspect de se dire, je vais gagner avant d'avoir gagné, tu vois. C'est fake it until make it. Et je pense que ça marche dans tout. Genre, c'est fais semblant d'avoir gagné et tu vas gagner. Genre, le gars en face, il va tellement avoir peur de toi que frérot, il va faire une connerie. Genre, c'est lui qui te donne la victoire, tu vois, carrément. Genre, là, les gens, ils disent tous, ouais, Cédric Doumbé, incroyable, trop fort et tout. Certes, il est chaud, mais c'est lui qui lui donne la victoire, tu vois. Littéralement, c'est lui qui lui donne. Et je pense que c'est vraiment le fait qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, fake it until make it. C'est-à-dire, fais semblant de l'être avant d'être vraiment la personne que tu veux le faire, tu vois. Et je pense que ça, c'est une des clés dans l'entrepreneuriat. En tout cas, tu dois agir Ouais. comme si ça avait déjà le succès pour ensuite passer à l'action comme si tu l'étais. Ça marche dans et tout, par la tu vois. suite, l'avoir. Ça marche dans l'entrepreneuriat, ça marche dans. Il y avait un podcast là d'Oussama Mar, il en parlait là dans la dernière vidéo qu'il a sortie, Yomi, et il expliquait, il disait si t'as peur d'aller voir une fille et que c'est la première meuf que tu vas gérer, fais semblant d'en avoir déjà géré 100 auparavant, tu vois, et tu seras beaucoup plus à l'aise. Si c'est la première fois que tu vois un prospect et que tu vas lui vendre ton produit, fais comme si t'en avais vendu des centaines avant, tu vois, et que c'est lui qui est intéressé par ton produit et pas toi, tu vois. Non, je suis d'accord. En réalité, il faut que tu te comportes comme si tu étais déjà un expert. Ouais. Et en réalité, quand tu regardes, ton niveau d'attitude, il est toujours proportionnel à ton niveau de revenu. C'est-à-dire Exact. que si aujourd'hui tu te comportes comme si tu étais le roi du pétrole, tu auras plus de succès que si tu pensais que tu étais un loser, tu vois. Je te promets. Et t'as pas l'impression que ça se remarque, ça, dans la vie de tous les jours? Un gars qui est entrepreneur ou qui est quelqu'un, entre guillemets, comment il marche, comment il s'exprime, genre, moi, des fois, je rentre dans des magasins où, non, exemple parfait. Je suis dans un hôtel à Paris, un hôtel assez connu où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se poser. Et à l'œil nu, tu peux reconnaître qui sont les entrepreneurs, qui sont les influenceurs et qui sont les touristes. À l'œil nu, tu repars. C'est à Paris, tu vois, j'y vais souvent. Et tu repères vraiment les entrepreneurs qui sont, bon, souvent habillés pareil, mais sans parler de l'attitude, tu vois, très carré. Les touristes qui sont vraiment, alors eux, laisse tomber. Et les influenceurs, alors eux, c'est le summum de l'attitude au max, de toujours je regarde en haut, tout ça. Et je trouve que ça se ressent sur l'énergie des gens, tu vois. Non, c'est sûr. La confiance en soi, on va dire, amène toujours un comportement, une attitude soit plus ouverte sur ton body language. Ouais. C'est logique que quelqu'un qui est confiant, ça se voit, comment il parle, sa respiration, s'il stresse, si à l'inverse, il cherche ses mots, il perd ses mots. Non, je te suis à 100 000% là-dessus. Mais Je suis totalement d'accord. maintenant, j'ai une autre question. Un autre sujet. Mais est-ce que tu comprends les gens qui nous prennent pour des fous? C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de Twitter. C'est un réseau social où, dessus, on peut se faire afficher parce qu'on a dit un truc qui paraît banal pour nous, tu vois. Genre, des fois, je vois des mecs se faire afficher. Ouais, regardez ce qu'il a dit, nanana. Et tout le monde critique. Alors que le mec, il a juste dit un truc réel. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment il y a la masse dessus. Donc, les gens qui mettent trop boulot, dodo, ceci, cela. Et de l'autre côté, il y a ceux qui essayent de s'en sortir. Mais comme ils veulent changer de route, ils se font fusiller, tu vois. En fait, je pense que c'est pas le problème d'un réseau. Par exemple, là, X ou Twitter. Ouais, je prends Twitter parce que je pense que c'est le réseau qui montre le mieux la société. C'est-à-dire que c'est celui où on peut plus s'exprimer. Instagram, on va pas se mentir, c'est beaucoup de fake. C'est-à-dire que tu peux faire semblant d'être voilà. Snap, ça veut rien dire. C'est-à-dire pour moi, Twitter, c'est vraiment le réseau où tu peux tout suivre en temps réel. Ça reflète vraiment la société à 100% En fait, pour moi. je pense que ça reflète l'opinion de la société. L'opinion de la société, À ouais. l'inverse, je pense qu'il y a une énorme, on va dire, côté de Twitter ou de X où il n'y a plus le côté humain des utilisateurs. Ouais. Les gens, ils peuvent regarder n'importe quoi comme vidéo, des vidéos gore, des vidéos de n'importe quoi qui se passe dans le monde et ils seront totalement déshumanisés, tu vois. Ouais. À l'inverse, il faut comprendre, je pense, le format de Twitter. Quelqu'un qui arrive sur Twitter, il pense que c'est Facebook, il est mort, Je te jure. tu vois. Donc, Tu sais qu'il y a plus personne qui pose sa tête sur Twitter, hein. Quelqu'un qui met sa photo de lui, il a 90% de chances de se faire terminer parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ci, parce que les gens, ils cherchent les stats, en fait. Et maintenant que Et c'est en fait, devenu... ça marche par hyène. Ouais. Un groupe de hyènes, ils trouvent juste des proies, ils les allument, ils rigolent. En fait, les gens sur Twitter, c'est de l'entertainment. Ils veulent Ouais, c'est rigoler, faire des RT, faire des stats et faire de l'audience. Et maintenant que c'est devenu monétisé, C'est encore mieux. mais t'as des mecs qui font exprès de dire des trucs de fou pour se prendre un maximum de vues, de gens qui les clashent et tout, alors qu'ils pensent pas du tout ça, tu vois. Juste pour créer du débat, juste pour qu'ils font des millions et des millions de vues. Il y a des gens, ils font que ce qu'on appelle des threads, tu vois, Ouais.
sur Twitter et ils vont, on va dire, aborder tous les sujets. J'ai un ami à moi qui fait ça. Il va aborder tous les sujets de tendance. Ouais. Et son objectif, ça va être de vulgariser, d'accord, pour pouvoir créer de l'audience. C'est son business model, ça marche, les gens ils kiffent. Mais c'est encore une fois comprendre le format. Aujourd'hui, tu vois qu'est-ce qui marche, tu vois ce que tes prospects. Parce que quand tu as un contenu professionnel sur Twitter, c'est que tu pars du principe que les utilisateurs de Twitter, c'est tes clients. Donc son objectif, c'est de faire des stats pour emmener, on va dire, sur un autre point, les prospects pour pouvoir, on va dire, les convertir en monnaie. Ouais, tu je vois. captais. Donc au final, le money maker de Twitter, bah, s'il faut faire des stats, on va faire des stats. À l'inverse, s'il faut clasher des gens ou insulter des gens, c'est, on va dire, l'éthique de chacun qui est au Ouais. rendez-vous ou qui ne l'est pas, tu vois. Mais moi, franchement, des fois, Twitter, ça me rend aigri. J'ouvre, je suis de bonne humeur, je ferme, j'ai trop la haine contre des gens parce que ça critique un tel alors qu'il a faux. Et tu peux pas t'exprimer convenablement si t'as pas la communauté derrière qui te suit, tu vois. Tu vois, je suis pas d'accord. Je pense sincèrement que Twitter, c'est juste que chaque personne qui pense à Twitter donne trop d'importance et de force et de voix à un tweet. C'est-à-dire que si quelqu'un va te critiquer, sur Twitter, tu vas croire que c'est une affiche qui passe sur Times Square. Ouais, c'est clair. À l'inverse, si tu vois la même chose sur Snap, en Ouais. story Insta, Tu dois pas calculer. sur Facebook, en statut Facebook, tu vas Ouais. jamais calculer. À l'inverse, Twitter, ça donne une voix trop forte. Et si c'est RT, tu pars du principe que quelqu'un qui RT un tweet, il est d'accord avec ce tweet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va relate, tu vois. Alors que la vérité, c'est que bah, moi, je peux RT des choses, je m'en fous, tu vois. Genre, je peux liker des choses, je m'en fiche. Ça, c'est ça que j'ai capté, c'est que Twitter, c'est pas du tout la vie réelle, tu vois. Il y a vraiment un monde différent entre les deux et C'est les que gens des ils opinions. comprennent. Ouais, et même des fois, les gens, ils juste ils RT ou ils s'en foutent, tu vois. La plupart du temps, c'est vraiment pas la vie, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, mais on fait un débat, mais sur Twitter, il y avait un sondage, j'ai vu que 80% des gens préfèrent. Frérot, Twitter, c'est pas la vraie vie. Il faut arrêter. En plus, quand tu regardes le nombre d'utilisateurs en France, c'est pas du tout représentatif de la vie des Français en général, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense ça. Mais, sans parler de Twitter, est-ce que tu peux comprendre que dans la vie en général, la plupart des gens, c'est métro, boulot, dodo, tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, rat race, et qu'il y a de l'autre côté, nous, les entrepreneurs, et quand on voit ces gens-là, on se dit, certes, ils sont fous, mais de l'autre côté, eux aussi, ils nous disent, ouais, mais eux, ils sont fous. Je pense que c'est une question de paradigme, tu vois. C'est-à-dire que toi, ce que tu trouves logique, ce que tu acceptes, ton Ouais. niveau d'acceptation d'une situation fait que tu la rejettes ou tu l'acceptes. Moi, aujourd'hui, comme j'ai dit quand je me suis présenté, j'ai refusé le schéma classique, tu vois. Ça veut dire que pour moi, c'est eux les fous. Ouais. De l'autre côté, eux peuvent penser de moi que je suis fou, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave, tu vois. On n'est pas Ouais. dans un débat, il n'y a pas un camp et un autre. Parce que je connais des gens, ils sont salariés et entrepreneurs. On les place où eux? Ouais. C'est quoi? C'est des Entre les deux, moules du sorcier? j'ai capté. Non, tu vois, genre, je pense juste que tout le monde n'est pas prêt à entreprendre on va dire au même âge, au même moment dans leur vie. On n'a pas tous les mêmes, on va dire, tu sais, le même puzzle de vie. Il y Ouais. a peut-être des problématiques que moi j'ai pas rencontrées. J'ai peut-être une vie plus compliquée, auquel cas je peux pas entreprendre au même moment que toi. Et je pense que nous, en réalité, on peut être vraiment en gratitude de pouvoir entreprendre aussitôt dans une situation de vie. Moi, en tout cas, grâce à mes parents, j'ai toujours eu un cadre qui était très facilitant. Je vois des gens, vu que j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes, où sincèrement, leur climat de vie, de famille, il est trop compliqué. Ouais. Et je me dis à chaque fois, je sais pas si dans leur état, j'aurais fait le même choix, tu vois. Mais moi, je sais pas toi, mais je pense que l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, c'est fait pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Et moi, des fois, il y a des gens, des potes à moi et tout, que je croise, qui font leur truc. Et j'aimerais leur dire, viens, si tu veux, je peux t'aider, je peux t'accompagner. Mais dans ma tête, je me visualise et je me dis, j'ai l'impression que lui, c'est mort, tu vois. J'ai l'impression qu'il va jamais prendre ça au sérieux. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour lui. Et je suis limite ingrat. Et je me dis, je vais pas l'aider. Alors que je sais que j'ai la possibilité de faire en sorte que, mais je sais pas, j'ai l'impression que certains, c'est vraiment pas fait pour eux, tu vois. En fait, moi, je te donne ma vision de la chose. Je pense juste qu'on a un super pouvoir. D'accord? Ouais. Et ton objectif, c'est pas de savoir s'il va réussir ou pas. C'est de tendre la main, de donner ton super pouvoir. Si la personne accroche, kiffe, pratique et change sa vie avec l'entrepreneuriat, c'est cool. Mais dans tous les cas, au pire, ton intention, elle est bonne. Ton intention, c'est de rajouter de la plus-value dans la vie des gens. Ouais. Et dans tous les cas, il va pas partir avec du négatif. Il va partir avec du plus, une nouvelle expérience. Et potentiellement, dans son CV, il pourra dire, j'ai fait 1 an d'entrepreneuriat, j'ai monté une boîte, blablabla. Ça m'a permis d'apprendre à être responsable, autonome, savoir gérer une équipe. Et au final, bah, peut-être tu changes ta vie. Et Ouais. moi, en plus de 5 ans, on va dire, dans l'entrepreneuriat, 6 ans même, dans le domaine où j'accompagne énormément de personnes, j'ai pu réellement voir des personnes démarrer de l'entrepreneuriat,
repartir dans le salariat et exceller le salariat. Ouais. Et en fait, ce que j'ai appris d'un de mes mentors, c'est que aujourd'hui, quand tu prends un t-shirt et que tu vas le tendre au maximum, un t-shirt qui est tendu trop grand, il ne pourra jamais reprendre une forme, on va dire classique, Ouais. la taille, par exemple S. Et je pense que quand quelqu'un démarre l'entrepreneuriat, même s'il repart dans le salariat, il a eu un modèle, on va dire, d'état d'esprit tellement différent que maintenant il veut potentiellement, on va dire, diversifier, investir dans d'autres choses. Peut-être pas avoir sa propre boîte, tu vois, mais je sais pas, peut-être acheter un appart, une maison, la louer, avoir un petit business qui tourne à côté. Et même s'il continue le salariat parce que psychologiquement c'est une sécurité, leur santé mentale, on va dire, dépend de ça, ces personnes-là, go, tu vois. Moi je t'ai dit, Ouais. pour moi c'est pas entrepreneur vers salarié. C'est juste ton ennemi, ton objectif que tu dois combattre, c'est perdre ton temps. C'est pas gagner de l'argent, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Ouais. C'est juste l'objectif. Si J'ai aujourd'hui, capté. je peux, on va dire simplement, faire ce que je veux quand je veux, pour moi, t'es Ok. l'homme le plus riche. Et est-ce que maintenant j'ai un autre thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est aujourd'hui la nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est-à-dire que toi, tu as commencé il y a combien de temps à peu près? Vraiment à rentrer dans le bain, tu vois, même sur les réseaux et tout. Ok, il y a 5 ans. Et est-ce que t'as pas l'impression que depuis un an, même ouais, un peu un an, il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague d'entrepreneurs et qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à ça, tu vois. Maintenant, quand je vais sur Twitter, je vois énormément d'entrepreneurs. Je vais sur Insta, il y a que ça. Je vais sur TikTok, il y en a plein aussi qui sortent. Rien que regarde, l'endroit où on est, tu vois, Podspace. C'est full, tous les jours. Tous les jours, il y a des mecs qui viennent tourner ici. Et c'est des gens qui entreprennent dans l'immobilier, dans l'investissement, dans plein de trucs. Mais il y a quelques années, il y a 3-4 ans, même quand moi j'ai entendu parler d'entrepreneuriat, je pensais que c'était faux. C'est pas possible, j'aurais vu sinon. J'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois, sur Twitter, j'avais jamais entendu parler de ça. Et après, il y a eu Yomi qui a commencé j'ai commencé à regarder Yomi Denzel, Tammy Kabash. Après, j'ai commencé à voir qu'au States, ça se faisait déjà depuis. Mais j'ai l'impression que ça se démocratise tellement et que maintenant, ça intéresse tout le monde et c'est devenu banal. Alors que moi, à mon époque, l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé, pour moi, c'était pas possible, tu vois. L'entrepreneuriat, c'était, t'ouvres ta boîte, t'es chef d'entreprise et voilà. Je pensais pas je sais pas si t'as vu une différence depuis un an à peu près. En fait, je pense qu'on a une génération qui grandit, tu vois, avec le YouTube entrepreneuriat français depuis maintenant, je dirais un peu moins de 10 ans. Ouais. Et du coup, ça devient plus démocratisé. Tu vois, maintenant, quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, du e-commerce, c'est plus, waouh, c'est un concept de fou. Ouais. Moi, je prends des gens qui ont fait de l'e-commerce, généralement, ils ont commencé par le dropshipping, tu vois. Est-ce que ça choque quelqu'un que quelqu'un a fait du dropshipping? Non, pas du tout, tu vois. Donc, ça veut dire que ça devient de plus en plus mainstream, tu vois, populaire, pour monsieur, madame, tout le monde. Exact. Et en fait, on a tellement vu des gens différents en faire qu'au final, c'est plus bizarre. Ouais. Et au final, oui, bien évidemment, il y a une grosse différence entre avant et aujourd'hui, mais je pense que ça va tendre que vers ça. Ouais. Que vers ça. Et encore plus dans quelque chose où c'est digital. Tu vois, ce qu'on va appeler les digital CEO, Ouais. pour moi, c'est super mainstream avec les réseaux sociaux. Et en fait, je peux même te dire que ton avis, il est biaisé. Parce qu'en vérité, Ouais, je sais tu ce que tu veux follow dire. qui sur Je sais Instagram, je savais que t'allais dire tu ça. follow que des entrepreneurs. L'algorithme, il me montre que ce que je veux voir. Bien sûr, parce que ce qui t'intéresse. Parce Ouais, qu'au final, exact. t'es aussi un client d'Instagram, t'es aussi un client de TikTok. Ouais, exact. Donc, Mais juste quand tu regardes le nombre de vidéos, juste quand tu regardes ici, tu vois, il y a quelques années, il y avait pas de podcast. Il y en avait que aux States. Il y avait très peu de mecs et maintenant c'est, on va pas dire bouché, mais il y a que ça, tu vois, il y en a beaucoup. c'est juste les trends, ils évoluent, tu vois. Ouais. En fait, Ouais, on je pense que c'est fait ça, des ouais. choses qui marchent. On dit, si faire des podcasts, ça fonctionne, on va faire des podcasts. Et des fois, je vois des gens dire, ouais, tu vas faire des podcasts, tu vas pas être devant un micro, il y a personne devant toi. T'as pas C'est qu'on me l'a fait en plus. J'ai posté sur TikTok, il y a un gars, il m'a dit, ouais, je parie 1000 €, il parle tout seul. Mais si je dois parler tout seul pour devenir millionnaire, je vais parler tout Je te seul. jure, c'est Devenir un abusé. schizophrène, il n'y a pas de problème. Je te promets. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, ils préfèrent être acceptés par le groupe Ouais. que de faire de l'argent. Et ça, pour moi, c'est un état d'esprit qui est bizarre. Si je dois parler tout seul, je parlerai tout seul. Si je dois lire des livres qui s'appellent Réfléchissez et devenez riche, je vais lire ce livre-là. Je te promets. Je fais ce qui marche. Pourquoi? Parce que je chasse l'argent. Je vais pas chasser la reconnaissance, tu vois. Bah, moi, je pense que aussi, c'est aussi énormément dû à la surexposition grâce à TikTok, tu vois. Je pense que le fait que TikTok, ça amène une grosse vague de nouveautés et surtout de flux de personnes. Je pense que ça fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas devenu à la mode. Bon, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus et de plus en plus jeunes. Je sais pas si j'ai des petits sur Insta ou TikTok, des mecs, ils ont 15 ans
Et ils Vinted, font déjà de ouais, le petit de Vinted, là, c'est le petit frère de Dali. 15 ans, il fait des mois à 4K en faisant de l'achat-revente sur Vinted, des trucs. Et il fait des vidéos, il pète. Genre, j'ai vu son compte, il avait 1000 abonnés. Il en a 50 000 maintenant, tu vois. Je me dis, c'est trop abusé la génération dans laquelle on vit. Et les petits, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'avance que nous, tu vois. C'est un truc. Mais, je suis convaincu que c'est énormément grâce à la surexposition de TikTok. Et après, ça fait qu'Instagram suit le rythme aussi à surexposer via les réels. Ceci même carrément, Insta maintenant, ils te proposent. Ils disent, pour gagner plus d'abonnés, faites des réels. Ouais. Alors, eux-mêmes, ils savent qu'ils Ça, mettent tout ça sur eux, tu vois. C'est la même chose que faire des podcasts. On Ouais. fait ce qui marche. Si on veut Exact. faire des vidéos courtes, tu vois, ça fonctionne mieux que faire des posts photos ou des stories. On doit faire des posts réels, tu vois. Mais je pense, moi, ça a révolutionné le game, la génération TikTok. Hein. Quand tu regardes les musiques du top 50, TikTok à la mort, c'est que des trends. Mais pourquoi, à ton avis? Parce que les tout le gens, monde ils est font que dessus. consommer Ouais, ça. c'est que ça. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils restent 1 heure, 2 heures, 3 heures sur TikTok à scroller des vidéos. Je te Est-ce que tu jure, t'es déjà posé la question combien de vidéos tu regardes si tu passes 1 heure? je te promets. C'est J'en parlais dans mon dernier Tu vas podcast. consommer des vidéos. Et je parlais avec mon dernier invité, tu vois, c'était un mec qui a pété grâce à TikTok, notamment. Ok. Et lui, il m'a dit un truc qui est tout con, mais qui est grave réel. C'est que, justement, on se plaint des gens qui scrollent. Mais c'est grâce à ces gens-là qu'on fait des millions et des millions de vues, tu vois. Il y a tellement de gens qui vont scroller qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais si demain on commence à mettre des limites, qu'on dit ouais, arrêtez de scroller, on fera moins de vues. Donc c'est Tu sais qu'ils donnant, Ils tu ont mis vois. des limites dans certains pays. Ouais, ils ont mis aux États-Unis pour les jeunes et tout, parce que là, c'est abusé. C'est trop abusé. Et le pire, c'est que le contenu il change en fonction des pays, tu vois. Genre en France, c'est du contenu, on va dire lambda, mais tu vas aux States, tu pètes un câble le contenu. Et en Chine, c'est du contenu éducatif, tu vois. Ça a rien à Genre voir. c'est en fonction des pays, c'est vraiment. Mais rien que, enfin TikTok, ça allait péter, c'était sûr. Parce que quand tu regardais, moi à l'époque, quand j'étais petit, je regardais des vidéos sur Facebook, tu vois. Et je scrollais les vidéos sur Facebook. C'est-à-dire, c'est l'être humain, il est comme ça, et ils ont réuni ils ont réuni ce qui rapporte le plus de dopamine dans une application, tu Moi, vois. je pense que TikTok, ça rend gogol. Ouais, ça rend gogol. Parce qu'au final, en fait, t'as besoin que ton attention soit attrapée Je en te 2 secondes. promets. En fait, c'est un truc de fou. Parce que je pense que c'est pire que Tinder. C'est Dans le pire. sens où, si en 2 secondes, la vidéo, elle t'intéresse pas, tu scrolles. Je te jure. Peut-être le mec, c'est un message de fou. Si t'es religieux, c'est peut-être. Mais même, il y en a, ils disent, ouais, moi, je suis sur TikTok pour apprendre. Moi, avant, je te promets, j'étais les gars, je disais, moi, je suis sur TikTok, mais dans mon actualité, et c'est vrai, il y avait que des trucs pour apprendre. Je disais, ouais, j'apprends des trucs de ouf, j'enregistre et tout. 1 heure après, j'ai tout oublié. À quoi ça sert? C'est un surplus d'informations. Tu finis de scroller, t'as tout oublié. À quoi ça sert, même si c'est de l'apprentissage? Mais au final, quand tu scrolles sur TikTok, t'es un consommateur. Ouais, c'est ça. T'es pas dans l'objectif de faire de la production financière. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont potentiellement faire de l'argent et devenir entrepreneurs, c'est les gens qui vont faire des réels, les poster sur TikTok et laisser les gens scroller. Je te promets. C'est pour ça, moi, je pense que le meilleur format possible, c'est YouTube, tu vois. Parce que tu veux regarder la vidéo, tu sais combien de temps elle dure. TikTok, tu regardes une vidéo, ça se trouve, elle dure 10 minutes, tu le sais pas. Tu sais pas combien de temps elle dure. Et après, tu regardes partie 1, partie 2, partie 3. Et tu passes des heures, alors que YouTube, tu sais combien de temps la vidéo elle dure. T'as 20 minutes devant toi. 2 x2. Ouais, tu mets même x2. Mais TikTok, tu peux mettre x2 aussi, mais tu sais pas Oh. quand ça s'arrête. Et là, tu prends des notes, t'écoutes et tu sais quel contenu tu vas regarder. Mais t'imagines, ils ont tellement créé des gens bêtes Ouais. que maintenant tu peux mettre x2 et on va dire, tu sais, le truc qui défile Qui défile tout automatique. seul. C'est-à-dire que le mec, en fait, il pose son téléphone, il est comme ça. Mais tu sais que frérot, dans les transports en commun, les mecs, les darons et Des tout. hein. zombies, ouais. Tous. Même les gens, pendant qu'ils conduisent, ils écoutent plus de la musique. Ils scrollent. Les gens, ils vont aux toilettes, ils ont TikTok, c'est ils un vont truc dans de leur fou. lit, ils ont TikTok. Je pense que s'ils pouvaient, ils seraient dans leur cercueil avec Je te TikTok. promets, c'est un truc de fou. Et je pense que cette Elle est génération-là, addictive. TikTok, ça a créé certes plus de personnalités publiques, parce que forcément, ça a créé des mecs qui sont sortis de nulle part du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a un côté assez très néfaste, surtout pour les plus jeunes, tu vois. Tu passes combien de temps par jour sur TikTok? Franchement, là, je régule à la mort. J'ai mis des trucs et tout pour bloquer. Mais t'as des jours où je peux passer 3-4 heures. À un moment, j'étais devenu... Mais tu C'est fais des trop, vidéos tu sur vois. TikTok. J'en fais aussi, ouais. Ok. Après, je me disais l'excuse de j'apprends. Après, je me disais non, j'apprends pas. Mais je prends des idées. Mais après, on va pas se mentir, tu vas pas trouver d'idées là-dessus. T'as des sites qui trouvent des idées, et maintenant, je bloque 30 minutes par jour, et après, je peux plus. Ça bloque, tu vois. Et sinon, je sais que si je mets pas ça, j'ai même mis sur Insta aussi, sinon, c'est trop, tu vois. Et des fois, tu vas passer tes journées à le faire, et c'est tellement contre-productif, et ça te détruit littéralement tous tes neurones, tu vois. Ta dopamine, elle est surcheatée, tu sais plus ce qui est le réel plaisir, ce qui est sortir, ce qui est... Au final, après, tu t'emballes. Et moi, je me dis, si moi, je contrôle, mais que j'ai été addict à un moment, je
me dis, j'imagine pas les gens qui étaient addicts et qui continuent à l'être tous les jours, le temps qu'ils perdent, tu vois. Et je regardais le TikTok à mon petit cousin ce week-end. Et je dis, montre-moi. Et je vois, ça va, tu vois. 2-3 heures par jour. Mais je dis, c'est déjà beaucoup pour ton âge. Ça fait beaucoup. Et en une semaine, je dis, t'as perdu 7 heures dessus. Lui me dit, ça va, je reste pas beaucoup. Et je dis, en une semaine, 7 heures. Tu sais, c'est quoi 7 heures? Je dis, à ton âge, 7 heures, c'est énorme. Mais après, je me dis, à notre âge aussi, on jouait beaucoup à la play, mais jouer 7 heures à la play, c'était beaucoup quand même, tu vois. Ouais, on pouvait faire pire. Hein, ouais, en vrai, on pouvait faire pire à leur âge. Mais en vrai, je pense juste que c'est des trends, tu vois. Ça Ouais. veut dire qu'aujourd'hui, nous, ça va être TikTok, etc. Je pense juste que si aujourd'hui quelqu'un veut être producteur, vaut mieux qu'il utilise, on va dire, TikTok. Et la monétisation, elle est incroyable. Ouais, je te Les gens, prends. ils mettent des reportages sur TikTok, ils gagnent 10 000 Mais euros. ça, c'est fini, c'est fini. Ah ouais? Ouais, maintenant, ils ont mis, si c'est pas ton contenu à toi, Ok. c'est mort. Enfin, Mais du t'as coup, une c'était chance sur deux. opportunité. Mais t'as une chance sur deux que ça marche, mais voilà. Mais maintenant, c'est avec l'IA, tu vois, c'est les trucs, les mecs Ouais, qui bien créent sûr. des vidéos avec l'IA, qui racontent des histoires, ils traduisent juste en anglais. Et ça, pareil, ça L'IA, pète on de pourrait en fou. parler 1000 ans. Hein. Ouais. Je regardais une vidéo hier, c'était sur TikTok. Bah, viens, on en Oh. parle maintenant de l'IA. Une IA, écoute Ouais. bien, une IA, où c'est une femme, qui, pour ceux qui font de l'e-commerce, elle présente ton produit en live TikTok. Écoute bien, 24 heures sur 24. Donc la personne, enfin l'IA, excusez-moi, elle est tout le temps en live. Ouais. Elle présente tout le temps ton produit. C'est un truc T'imagines de le- fou. C'est un truc de fou. Mais là, tout à l'heure, j'ai testé, carrément, j'étais en live et je testais DALL-E 3, tu vois, c'est Ah, bien sûr. le nouveau truc qui génère des images. Frérot, c'est abusé. J'ai dit, mets-moi un singe sur la lune avec un bitcoin dans les mains. Mais les graphistes, ils servent plus à rien. Tu vois, le podcast de cette émission, je le mettrai à l'image. Je l'ai fait avec l'IA. J'ai fait un prompt. Carrément, je lui ai dit quoi? J'ai dit, fais-moi, je lui ai dit, je fais un podcast avec tel thème, tel thème. En plus, on peut lui parler en vocal. Pas besoin d'écrire. Bien sûr. Je lui parle en vocal, je dis, j'ai fait ça, je lui ai décrit mon podcast en 2-3 minutes, je lui explique tout à 100%, et je lui dis, fais-moi un prompt d'un logo où je veux qu'il y ait ça qui apparaisse, ça, et là, il me fait un prompt d'une 20aine de lignes bien détaillé, j'envoie le prompt, il me fait exactement ce que je veux, avec écrit le podcast par Alex PRG, avec même un logo, ça coûte quoi, 50 balles? Et moi, mon designer, il met genre 2 semaines à faire un logo. En 30 secondes, gratuitement. Ça révolutionne le game. Ah, au début, il disait quoi? Quand DALL-E sorti, ou mid-journée, c'est pas assez clair, ça peut donner une idée, tu vois. Et les designers, ça les remplacera jamais. Là, ça évolue tellement que les designers servent plus à rien. Faire un site internet, bientôt c'est fini, tu vois. Tu pourras plus être payé pour faire un site internet. Genre, ça sert à rien. Avant, ils disaient, ouais, ça donne une idée du site internet, ça te fait une maquette, mid-journée ou DALL-E. Maintenant, ça te le fait entièrement et parfaitement mieux que le designer. En fait, tout ce qui peut être automatisé, l'IA va être révolutionnaire, tu vois. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est de la créativité, je pense que l'humain sera plus intelligent. Exact. Parce qu'aujourd'hui, on a une. Tu peux avoir un côté, tu vois, réfléchi. En vrai, même l'IA peut le faire, tu vois. Je te Donc, il y a promets. il y a beaucoup de choses où l'IA va surperformer l'humain, mais c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas la même chose, mais attention, hein. Moi, je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est incroyable, tous les mais jours. un jour ou l'autre, on va avoir des limites. Et là, ça va commencer à devenir un peu glauque, tu vois. Là, il y avait un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. Putain, j'ai oublié le nom. Il est sorti au cinéma, c'était l'IA versus les humains. Les Japonais, et le film incroyable, hein. Les Japonais, ils avaient créé l'IA et c'était des humains, en fait, qui avaient une réelle pensée, qui avaient des émotions, qui réfléchissaient. Sauf que c'était des IA, tu vois. Et c'était contre les États-Unis. Et ils se faisaient la guerre et tout, parce que les États-Unis, ils acceptaient pas qu'il y ait des IA et tout. Et dans le film, ils nous montrent que l'IA, elles ont des émotions, elles ont des sentiments, c'est pas un robot. Et que les tuer, c'est comme tuer un homme. Et en gros, ils te font ressentir des émotions pour les IA. Et donc, les gens se mettent en couple avec des IA, commencent en gros, ils se matérialisent, tu vois. Ouais, je crois. Et- J'ai vu une entreprise comme ça américaine ou chinoise, je sais plus, où ils arrivaient avec, on va dire, une description ultra poussée de la personne Ouais. à refaire créer, entre guillemets, via IA, une personne décédée. Mais tu sais que ça, c'est dans, comment ça s'appelle le truc là? Putain, j'oublie Black tous les. Mirror Black Mirror. Non, mais moi, je te parle en vrai. Oui, là, je par sais, mais ça, c'est un truc de Black Mirror. Ok. Et même le gars qui a fait Black Mirror, il a dit avec tout ce que je vois avec l'IA en ce moment, j'ai l'impression que ce qui est on a sorti de ma tête, ça se passe dans la vraie vie. contre. Ouais, de fou. Et de plus en plus, ça se passe dans la vraie vie. Alors qu'à la base, c'est un truc qui est censé faire peur. Un truc horrifique, tu vois. Et maintenant, ça devient la réalité. C'est un truc de fou. C'est incroyable. En tout cas, c'est excitant. Vraiment. Mais actuellement, en tout cas, pour l'entrepreneur, c'est un gain de temps, mais phénoménal. Alors, ouais, les gens, ils me disent, ouais, mais à quoi ça sert l'IA? J'utilise pas. Moi, dans mon travail, ça me sert à rien et tout. Je dis, frérot, je te promets que tu mets L'assistant l'IA de à fou. ton travail, Tu gagnes tu trop gagnes de un temps. temps de fou. Rien que dans tout. L'autre jour, il y a un pote à moi, il fait un PowerPoint. Il l'envoie sur Snap et tout. On a un groupe de potes. Et il me dit, regardez mon PowerPoint, enfin fini, je suis content. PowerPoint dégueulasse. Je dis, frérot, va sur ce site-là et fais ton PowerPoint en 30 secondes.
Bam, il me dit, what the fuck, j'ai passé 4 jours à le faire. En 30 secondes, j'ai tout ce que je voulais. C'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Mais dis-toi, en réalité, c'est que ces mêmes gens vont se plaindre qu'ils vont perdre leur job Je te jure. lorsque l'IA, dans 1, 2, 3, 4 ans, sera encore plus développée et va les automatiser. Ouais. Pourquoi tu vas payer quelqu'un si tu peux payer, on va dire, une technologie qui peut faire le même job plus rapidement, moins coûteux? Ouais. Il n'y a pas de raison. Mais je tu pense que il faut que les humains, entre guillemets, apprennent à travailler avec. Par exemple, tu vois, le gars qu'ils ont payé 15 000 euros pour expliquer les réseaux sociaux. vois. Ouais, c'est nul. Combien cette société-là paye pour Mais que tu attention. expliques l'IA, tu vois? Mais attention, en fait, il faut comprendre que les entreprises, ils ont des quotas de formation à faire à Ouais. leurs salariés. Et en fonction de ça, ils peuvent avoir des déductions au niveau Ouais, fiscal, ouais, etc. bien sûr. Donc c'est un tout, tu vois. Au final, ils mettent n'importe qui. Mais je me ils dis s'en que foutent, toi, tu t'es vois. formateur en IA. Tu fais le tour de toutes les sociétés de France pour expliquer comment ils peuvent C'est le utiliser bon l'IA. filon actuellement, ouais. C'est le filon de, tu te crées un, je sais pas, Rajouter ça. tu te crées un LinkedIn. Mais c'est tu sûr vas- qu'il y a des tu gens vas qui se- vont perdre leur job. Mais oui, ça c'est sûr, ça c'est une certitude. Mais après, je pense pas que ce soit des jobs hautement qualifiés, tu vois. Genre, tout ce qui est remplir des tableurs Excel, ça, j'ai toujours trouvé ça tellement inutile, tellement, moi, je fais ça dans mon taf. Remplir tableur Excel. On a rempli telle commande, la commande elle est payée, ils nous doivent ça, il n'y a pas un truc qui peut l'automatiser, c'est tellement con de rentrer tout à la main, de faire les calculs, même si Excel, ça fait les calculs à ta place, mais c'est tellement con de le faire à la main et c'est tellement de temps perdu. Je me dis, alors que maintenant, je sais pas si ça existe, mais je pense dans quelques années ou Non, mais quelques ça mois. existe déjà pour tout Ouais, ce qui c'est est sûr. comptable, expert comptable, etc. Mais après, encore une fois, c'est juste que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. C'est pas parce que tu as une IA qui Exact. va plus vite ou un logiciel qui va, on va dire, pré-remplir qu'aujourd'hui, l'humain va pas Je vérifier. pense pas que ça remplacera 100% les humains. Parce C'est qu'imagine impossible. sur un défaut, ouais, de ta petite boîte ou de ma boîte qui, je sais pas moi, 10 000, 20 000 euros de défaut, vas-y, ok. Mais quand tu as une multinationale qui est implantée dans 45 pays, qui a 18 milliards, on va dire, sous problématique actuellement à cause de ton IA, tu vas virer qui? Ouais, Le logiciel? je te jure. Plutôt compliqué, tu C'est vois. abusé, ouais. Donc ouais, je pense que l'IA, en fait, ce qui est lourd, c'est que ça monte de manière exponentielle. Donc plus ça prend en technologie, plus ça va monter, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, ChatGPT, c'est arrivé et les gens étaient choqués comment en 2 mois, il y avait encore plus de trucs, et encore plus de trucs. Parce que ça augmente de manière exponentielle. Et ça fait peur, tu vois. Elon Musk, il a dit, avec OpenAI, il a dit, les gars, stoppez, venez, on arrête tout pendant 4 semaines. Non, je sais plus, 4 mois, je crois, je sais plus. Et on stoppe tout, ça va trop vite. Et après, les gens, ils ont dit, ils ont étudié son offre. Mais après, ils ont capté que comme lui, il a des parts dans OpenAI, c'est qu'en mode, il voulait que OpenAI soit l'intelligence artificielle par défaut dans le monde entier. Parce qu'elle est régulée, parce que nanani, et ils ont refusé parce qu'ils avaient capté que, en gros, c'est juste du bluff pour que ce soit OpenAI la seule intelligence artificielle autorisée, tu vois. Il voulait placer sa petite Après, il est bille. toujours trop fort, Elon Musk, il est dans tous les coups, il est dans toutes les magouilles. Ce gars est trop fort. Soit dans, Enfin, dans trop fort. Tesla ou dans. Il a tellement d'argent, tu sais que si tu gagnes 1 euro maintenant jusqu'à 1 milliard en seconde, tu vois, et que lui il perd 1 euro jusqu'à 1 milliard aussi, mais par seconde aussi également, t'es plus rapidement que lui au milliard. Mais vraiment de loin, de loin, de loin, C'est de loin. logique. C'est parce que lui, il est à, je crois, il est 200 milliards, tu vois. Ah, c'est fou, c'est C'est, fou. c'est un truc de fou furieux. Et c'est là, je me rends compte, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même Yomi, il l'a dit, cette somme-là d'argent, elle est inatteignable. Même lui, il visualise très, très difficilement 1 milliard. Parce qu'on se rend pas compte de la différence qu'il y a entre 1 million et 1 milliard, tu vois. Là, c'est genre 11 jours qu'en comparaison, l'autre, c'est 30 ans, tu vois. C'est abusé. C'est plutôt extrêmement fou. C'est abusé. J'ai quelques questions pour terminer pour toi qui m'ont paru en tout cas intéressantes. Toi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu continues à être inspiré par des personnes? Ouais, Est-ce que bien tu as sûr. toujours des sources d'inspiration? Et si oui, quelles sont-elles? Ok. Bah, je pense que pour être inspirant, déjà, faut être inspiré. Ouais, Donc, si moi-même, je suis pas excité et inspiré par des personnes qui vont moi-même me driver, si j'ai pas des mentors, je peux pas être le mentor d'autres personnes, tu vois. Je peux pas le demander, j'aurai pas le bon comportement en tant que mentoré et je peux pas l'enseigner. ouais, Donc, toujours, la première personne qu'on dirige, c'est soi-même. Donc, ouais, bien sûr, j'ai des mentors, j'aime beaucoup. Moi, personnellement, c'est des mentors qui m'ont bercé depuis 5-6 ans, tu vois. Que ce soit Tai Lopez, qui est, on va dire, la première personne que j'ai payé, on va dire, une formation, c'était Tai Lopez. ouais, C'était The Accelerator il y a 5-6 ans en arrière, tu vois. De l'autre côté, on va dire sur le côté français, je pas forcément énormément de personnes, mais c'est plus sur le côté anglo-saxon, tu vois, ok, américain, tout ça. Je prends l'exemple, par exemple, de Grant Cardone, qui est pour moi le meilleur entrepreneur à l'heure actuelle, qui a touché à tout, qui est, on va dire, un exemple en termes de contenu, en termes de manière on va dire, d'exploiter les réseaux sociaux, alors que pourtant, il est, je vais pas dire vieux, tu vois, ouais, mais entre moi qui a 23 ans et lui qui a peut-être 70 ans, enfin, je sais pas, il a quel âge exactement, plus de 60 ans,
ça n'a rien à voir, tu vois. Pourtant, Ouais. il excelle sur les réseaux sociaux, il a des milliers de posts sur Instagram, il est sur tous les réseaux, il n'est pas juste sur Instagram, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il a une omniprésence partout. Et je trouve ça vraiment inspirant. On parle même plus de millions, là, on parle de milliards, tu vois, en termes de Ouais. chiffre d'affaires. De l'autre côté, j'ai, on va dire, pour moi, aujourd'hui, le boss des réseaux sociaux actuellement, que ce soit le côté podcast, côté contenu, ça va être Hormozy. Ouais. J'aime beaucoup son contenu. C'est une personne que je trouve vraiment extrêmement inspirante, qui aujourd'hui a une manière et une pédagogie et une simplicité, en fait, d'amener les réseaux sociaux, d'amener un business, de l'automatiser et de pouvoir le scaler, que je trouve totalement fou. Maintenant, si je regarde un petit peu on va dire, sur le côté plus dans notre domaine, que ce soit dans notre industrie ou quoi que ce soit, j'aime énormément, on va dire, Alex Morton, qui est pour Ouais. moi aujourd'hui le Le numéro boss. 1, big boss, tu vois, numéro 1 monde dans le network marketing, plusieurs milliards de chiffres d'affaires, on va dire, réalisés dans sa carrière en plus de 10 ans. Ouais. Et en réalité, après, j'ai des mentors qui vont être dans chaque domaine. Moi, j'ai une philosophie où, si je dois apprendre de quelqu'un, j'apprends du meilleur dans le domaine. Je veux pas apprendre du 10e, du 25e ou quoi. C'est-à-dire que si je prends le leadership, je vais prendre John C. Maxwell. Ouais. Si aujourd'hui je prends les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, je vais prendre que ce soit Grant Cardone pour sa manière d'être surperformant, mais après sur les manières de créer du contenu, etc., ça va être Hormozy. Que ce soit, on va dire, la manière de, je sais pas, moi, peut-être dans le monde de l'investissement, tu vois. Tu vas pas apprendre du premier gars que, on va dire, tu peux voir. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui peuvent, on va dire, être classiques comme Warren Buffett ou quoi que ce soit. Ouais. Amika Ba sur le côté francophone, qui est pour moi un des premiers livres que j'ai lu, on va dire, en trading, avec l'art du trading, il y a, il y a Ouais. 7 ans en arrière. Et ouais, ben, pour moi, c'est très, très, très important d'être inspiré pour Ouais. continuer à être inspirant. Et toi, tu penses quoi de Yomi Denzel? L'homme, pour moi, en France, je vais pas dire en vrai, en termes de formation, c'est le numéro 1. Sur YouTube, je sais pas si c'est le numéro 1, mais je pense en tout cas dans le thème entrepreneurial. Et ce mec-là, franchement, moi, personnellement, je trouve vraiment chaud, tu vois. Au-delà de ses business, mais sa manière de toujours s'intéresser à tout, sa manière de, même en podcast, il a un avis sur tout, tu vois. Et c'est souvent, très rarement, un avis con, entre guillemets. Je pense déjà que c'est une personne super intelligente. Ouais. On va pas se mentir, il a fait des bonnes études, etc. Mais de l'autre côté, il a un avis sur tout. Mais la vérité, c'est parce qu'il est devant un micro, tu vois. Ouais. Donc c'est normal qu'il ait un avis sur tout. On lui demande et il crée du contenu pour créer des stats, pour créer de l'audience, pour continuer, on va dire, à potentiellement vendre des solutions, Ouais. vendre de la formation, vendre du contenu. Donc est-ce que je le trouve intelligent, extrêmement intelligent. Pour moi, c'est un crack. Maintenant, j'ai jamais acheté une formation de Yomi, tu vois. Ouais, moi non Donc plus. je me positionne pas comme un client, tu vois, déjà de 1. Et de 2, je pense juste que, on va dire, c'est un des top français, si ce Ouais. n'est le top. En tout cas, on va dire, en termes, France. en vendeur, je pense que c'est vraiment Il top est français. omniprésent sur les réseaux C'est sociaux, abusé. sa manière de faire, il s'adapte super vite, il crée du contenu, il surfe sur les trends. Non, pour moi, c'est un. Moi, c'est vraiment un avant-gardiste de tout, tu vois. Genre, on parle de le e-commerce en France. C'est pas l'un des premiers, mais en tout cas, ça a été Ouais, c'était un des premiers. sur YouTube. Ça a été l'un des premiers avec Tammy Kabash. Quand moi, j'ai commencé, Yomi, il était déjà dedans, tu vois. Il était déjà dans le game. Il faisait déjà des vidéos sur YouTube de Ouais, mindset. moi, j'ai eu, par exemple, pour mon expérience personnelle, j'ai eu quelqu'un même dans l'e-commerce avant Yomi, tu vois. Ouais. Il y a eu Léo Guillot, tu vois, par exemple. Et moi, Yomi, je l'ai eu parce que, on va dire, ce qui avait buzzé, c'était, tu sais, sa phrase, son slogan, millionnaire en 1 an, grâce à l'e-commerce, tu vois. Ouais. Et de fil en aiguille, il a monté une communauté sur YouTube, etc. Mais comme je t'ai dit, moi, je le vois plus comme quelqu'un qui crée du contenu que quelqu'un qui va potentiellement moins me former, tu vois. Mais Ouais. attention, je respecte vraiment la Mais personne. ça- après, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il forme pas vraiment lui directement, tu vois. C'est-à-dire qu'il vend des formations. Par exemple, il a une année sur l'investissement. Je ne sens pas que ce soit lui qui parle dedans, tu vois. Lui, c'est vraiment le mec qui fait la pub, entre guillemets, qui est très très bon vendeur. Et pour moi, il est avant-gardiste surtout. Les podcasts, il a été avant-gardiste. Les réseaux sociaux YouTube, il a été avant-gardiste dans ce thème entrepreneurial, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément. Il a été avant-gardiste sur plein de choses, et même sur les gens avec qui il va travailler, tu vois. Il travaille pas avec n'importe qui. Il a refusé plein de gens. Et c'est là, je me dis que ce gars, il est très très fort, tu vois. Il fait attention à tout ce qu'il véhicule sur les réseaux. Ils sont trop bien en plus. Ouais, il s'entoure très très bien, tu vois. Et même ce qu'il fait, il a été critiqué quand il a fait le plus grand concours d'Instagram, tu vois. Genre, il a mis, et les gens pensaient que c'était faux. Alors que le mec a montré, un certificat d'authentification. Il a ramené un avocat. En gros, pour ceux qui savent pas, il avait fait gagner des voitures, des chèques, des trucs. Il avait ramené tous les influenceurs. Et il y a un gars qui avait fait une vidéo d'1 heure où il avait montré que Yomi c'était un menteur. Et Yomi, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo d'1 heure où il explique point par point, détaillé, que tout ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois. Au final, ça crée que des stats. Ouais, c'est que des Le stats. mec qui parle de lui, Mais il c'est- crée des il est- stats, c'est trop l'autre qui fort, répond, ça crée des stats. Il le dit lui-même dans son dernier podcast. Il dit, viens, on fait un débat pour que ça fasse du buzz. C'est Et là, il tout. dit, pour ou contre les armes, pour ou contre le port d'armes. Et boum, il y en a les pour, l'autre les contre. Et hop, ils débattent. Hop, fin, stats. En fait,
l'opinion, ça fait vendre parce que c'est du divertissement et c'est surtout la vie de quelqu'un qui aujourd'hui a créé un branding autour de lui, Ouais. un personal branding qui est important et les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils pensent parce que tu sais, c'est un symbole de réussite dans notre Ouais. domaine, dans l'entrepreneuriat en France, tu vois. Donc ouais, je lui souhaite encore plus de buzz. Et Oussama, t'en penses quoi? Moi, je suis fan, tu vois. J'aime beaucoup sa manière de raconter des histoires. Après, je consomme pas plus que ça, encore une fois. Ouais, moi non. Moi, je me pas à positionne fond. vraiment très peu comme quelqu'un qui regarde les autres entrepreneurs. Ouais. Pas que j'ai du mal, je respecte, je regarde, je m'inspire. Mais si ça peut pas être moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, j'ai Et capté. aujourd'hui, sa force, on va dire, de persuasion, elle est magnifique. Sa manière de raconter l'histoire, elle est folle. Mais il m'a plus inspiré, par exemple, à The Family Ouais. que quand il fait des podcasts. Ouais, c'est un autre thème différent. C'est une autre manière c'est une manière différente d'amener la chose. Pour moi, c'était plus posé, c'était des conférences, c'était autre chose, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'aime trop. Mais c'est encore une fois pas des gens qui m'aident. Moi, ce qui me choque chez lui, c'est son franc-parler, tu vois. Il y a pas longtemps, il a fait un podcast et il était en mode, enfin, un podcast, une interview. Il y avait une femme devant lui qui avait fait un reportage sur lui, mais elle avait défoncé, tu vois. Elle avait terminé, elle avait dit beaucoup de conneries. C'était à l'époque, il y avait des articles sur lui et tout qu'il traitait d'escroc. Et au final, bah, il l'a défoncé point par point, tu vois, tout en restant très très calme. Elle a une magnifique rhétorique, hein. C'est un speaker, il a l'habitude. Au final, ça choque pas, tu vois. Je pense que si quelqu'un te critique aujourd'hui, tu connais tes valeurs, tu connais on va dire, tes forces. Aujourd'hui, ça te choque pas de savoir démonter les calomnies, tu vois. Ouais, j'ai capté. Ok, nickel. Et enfin, dernier, tu penses quoi de Andrew Tate? J'aime bien cette question, elle est magnifique. Je pense que Andrew Tate l'a compris. Hormis, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, il faut comprendre le format des réseaux sociaux. Par exemple, il faut comprendre X, Twitter, Ouais, pour, on va dire, réussir on va dire, à être dessus et on va dire, utiliser ça pleinement. Je pense que Andrew Tate, lui, il n'a pas juste compris les réseaux sociaux. Il a compris réellement l'engouement, la création d'un branding, l'entrepreneuriat digital à un niveau qui n'a jamais été fait, tu vois. Je crois qu'il a fait 100 millions ou même plus en quelques mois, on va dire, juste en créant quelque chose. Il a créé un buzz et un mythe, un symbole qui n'a jamais été fait, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un des tops actuellement, enfin, en tout cas sur les derniers mois, en termes de création d'audience. Il s'est fait détester, mais en même temps aimé par d'autres personnes. Ouais. Ça a créé un buzz de malade. Et au final, non, moi j'aime trop. J'aime trop. Je suis ultra inspiré. J'aime trop sa manière de trash talk, tu vois. Ouais, c'est D'être abusé. arrogant, insolent. Moi, c'est des choses qui me parlent. Ouais, Je sais très bien que ça va pas parler à tout le monde. Et il le sait lui-même. Il n'a pas besoin de plaire à tout le monde. c'est Il a clair. juste besoin qu'on parle de lui. Si demain, toi, tu parles de lui en négatif, c'est lourd. Si moi, aujourd'hui, je parle même pas de lui, tu vois. Mais quand tu regardes ceux qui parlent le plus de lui, c'est ceux qui le critiquent. Au Ouais. final, ça lui fait plus de pub. Il y a des gens qui vont kiffer, ils vont adhérer, ils vont trouver ça inspirant. Et d'autres qui vont dire c'est un enfoiré, tu vois. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez, je sais pas moi, haut placé pour dire lui, il est nul, lui, il est bon? Moi, je regarde que les performances. Et les performances, elles sont respectables. Les performances, elles sont inspirantes. Aujourd'hui, c'est une personne qui m'inspire parce qu'il fait de l'argent. Ouais. Il fait beaucoup, beaucoup de cash. Je regarde que la manière dont les gens utilisent les réseaux sociaux, un business digital, accessible à tout le monde pour faire de l'argent. Il sait faire de l'argent, il m'inspire. Ouais, c'est clair. Et t'as dit un truc qui est très vrai, qui marche dans tout. T'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu trouves ta communauté. Par exemple, tu fais une marque demain, ça plaît à 1000 personnes. T'as suivi? Mais imagine, t'as 1000 personnes par mois qui commandent tes produits. C'est fou. Exceptionnel. T'es un Incroyable. artiste, tu fais de la musique. T'as une fanbase de 300 personnes. Mais tu fais un concert avec 300 personnes, tu vois. T'as pas besoin que ça parle à tout le monde. T'as pas besoin d'être le gars qui touche à tous les sujets, tu plais à une communauté et tu peux faire de l'argent comme ça, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que pour moi, on revient encore une fois au regard des autres. Ouais, Ce qu'on encore. parlait tout à l'heure. Exactement. Les gens, ils pensent qu'ils ont besoin de plaire à tout le monde. Mais c'est même des prophètes de religion qui ont prôné le bien, la paix, on va dire le fait d'aider, on va dire autrui, etc. Si même ces personnes-là, ils n'ont pas été aimés par tout le monde, c'est pas toi qui va faire du contenu sur Je te comment promets. entreprendre, faire de l'argent, s'en sortir, qui va réussir. Et ça, je pense que c'est le premier poids à se délester. Ouais. Arrêter de vouloir plaire à tout le monde et commencer juste à se plaire à soi-même dans le miroir, tu vois. Nickel, bah, on va terminer sur une dernière question. Parce que là, ça fait combien de temps? C'est quand même. 1h15. Waouh, ça passe trop vite. Frérot, c'est abusé. En tout cas, j'espère réellement vous avez pu kiffer. Ouais. J'ai adoré. Merci Franchement, encore. c'était lourd. Dernière question. Un conseil à donner aux gens qui nous suivent, qui veulent sortir de leur train-train quotidien, qui veulent tester des nouvelles choses. Un conseil que tu pourrais leur donner qui leur servirait jusqu'au bout. Ok. Un conseil, j'ai pas le droit de me rater, hein. Pas le droit. Ok. One shot. Je dirais aux personnes de réellement savoir
qu'ils vont désirer, d'accord, ce qu'ils désirent au plus profond d'eux, premièrement. Deuxièmement, trouver un mentor, parce qu'aujourd'hui, si je veux passer le permis de conduire, je vais vers un moniteur Ouais. qui va m'apprendre une pédagogie, une manière de faire. Donc, trouver, on va dire, un mentor qui va me driver à aller plus loin, deuxièmement. Et troisièmement, être prêt à échouer en masse, de manière incroyablement énorme. Et le meilleur conseil, la vérité, c'est celui-là qui, moi, on va dire, m'intéresse le plus, c'est n'abandonne pas. Juste persévère. Je t'ai pas dit que ça va être facile, ça va être trop dur, tu vas vouloir abandonner, ça va être galère. Mais juste, n'abandonne pas. Parce que le jour où tu abandonnes, c'est le jour où tu as perdu. Tant que tu continues à avancer, te battre, que ce soit de 1 cm, 10 cm, 1 mètre, c'est lourd. Tu es toujours dans le game, tu es toujours dans le jeu. Il faut que tu t'entoures mieux, que tu trouves quelqu'un potentiellement qui va plus t'aider. Si toi, aujourd'hui, tu n'as plus de solution, il y a des gens qui l'ont fait. Et ça doit être porteur d'espoir. Et maintiens un espoir autour de toi. Si aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir de réussite, t'arrêtes le jeu. Carré. Bon, c'était lourd, hein. Franchement. C'était, je pense, l'un des meilleurs podcasts qu'on a fait. De toute façon, vous nous direz dans les commentaires. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ce qui va avec. Morgan, merci d'être venu. Merci à toi de J'espère qu'on fera peut-être un épisode 2, hein, si les gens y kiffent. Inch'Allah. Si ça parle aux gens. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao. Bisous. Ça passe vite. Frérot, j'ai envie de pisser de fou.